gros, t'as dit, maintenant, je suis plus entrepreneur. Ouais. Je l'étais, voilà, je suis plus entrepreneur. Et ça m'a choqué. Et ça t'a perturbé. Ouais. Ça m'a choqué. Je me sens pas entrepreneur dans le sens où j'ai plus d'équipe, tu vois, à gérer, d'actionnaires à gérer, de board. Après, oui, je ferai une distinction. Je trouve que j'ai une âme d'entrepreneur parce que en fait, tous les 5 ans, je me suis réinventée. Tous les 5 ans, je me suis réinventée, mais totalement. Alors, je suis quand même passée des médias à la bouffe. Et après, je suis passée dans l'investissement. J'ai une copine qui me demandait, mais genre, t'as pas acheté d'appart et tout. Et genre, moi, j'étais en mode risque au fil à fond, quoi. J'étais pas du tout dans un état d'esprit, je construis, je mets de côté. Mais alors, pas du tout. Franchement, je crois que j'ai pratiquement, presque pas tout réinvesti, hein. Mais j'ai quand même réinvesti beaucoup. Feuille blanche. On a bataillé pour organiser cet échange. On a bataillé pour qu'elle accepte de venir nous livrer son témoignage, l'histoire et les coulisses de la session de son entreprise. J'ai le plaisir de recevoir Marjorie Vigne. Salut Marjorie. Salut Thomas. Je suis ravi de te recevoir avec mon compère Sacha Doliner. Salut Sacha. Salut Thomas. Salut Marjorie, bienvenue. Tu m'as même pas laissé le temps de dire que t'étais le patron fondateur de Neumann. Donc tous ceux qui nous connaissent depuis longtemps ont dû l'entendre, le réentendre, mais ceux qui arrivent pour la première fois, et peut-être qu'avec Marjorie, on aura de nouveaux auditeurs et peut-être de nouvelles auditrices, parce que c'est un peu notre sujet. On se prend souvent des bâches en disant il n'y a pas assez de femmes, vous faites venir que des hommes. Alors oui, en proportion, on le reconnaît. Par contre, dans les invitations, je pense que toutes les femmes qui ont vendu un jour leur entreprise, et dont on le sait, ont été invitées. Et on a un peu moins d'acceptation pour venir témoigner. Alors merci Marjorie. Ouais, avec plaisir. C'est vrai que moi j'ai un peu hésité, je t'avoue. D'abord parce que ça fait longtemps. Donc il a fallu que je me replonge un petit peu dans cette aventure. Et puis aussi parce que je suis plutôt privée comme personne et donc pas toujours à l'aise de passer comme ça dans des podcasts. Il y a ce côté, c'est bon, je l'ai fait, déjà je suis passé à autre chose et puis je vais pas être là à me la raconter. C'est un peu cette idée de départ qui fait que t'y allais pas? Peut-être pas me la raconter, mais c'est plus par rapport à aujourd'hui, tu vois, mon lifestyle, je suis plutôt under the radars et que ça fait longtemps et que je suis plus entrepreneur, donc c'est vrai que je suis beaucoup moins médiatisée que ce que je l'étais et j'ai plus trop l'habitude. Et pourtant, voilà, et le mais allait arriver, mais tu es là. Ouais, parce que je me suis dit, je savais aussi ça, qu'il y avait pas mal de femmes qui refusaient vos invitations et que je trouve ça cool pour toutes les femmes qui entreprennent et qui veulent entreprendre, de voir d'autres femmes en fait prendre la parole. Donc c'est un peu pour ça que j'ai accepté l'invitation et pour aussi give back toute l'expérience que j'ai acquise durant cette aventure. Voilà. Et même si c'est loin, ce qui nous intéressera, c'est qu'il reste forcément des choses d'une aventure. Et ce qui est chouette dans Cash Out, c'est que n'étant plus dans l'entreprise, même sur les petites histoires, les anecdotes d'une vie d'entrepreneur, il y a des choses qu'on peut pas raconter quand on est en plein dedans et qu'on peut partager quelques années plus tard. Welcome dans Cash Out, tu le sais, on raconte toujours l'histoire en musique parce que ces montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur, elles se racontent bien avec les émotions que peuvent procurer les musiques, les sons, les paroles. On démarre officiellement dans Cash Out avec Morning Magic, Millionaire Muses. Allez. I wake up grateful for this day. I choose my thoughts, I choose my way. Before I move, before I speak, I set my energy for the week. I listen to my morning songs, millionaire muses all day long. I fill my mind with wealth and peace. I watch my blessings start to increase. Good morning to my dreams coming true. Good morning to the abundant new. I start my day with magic vibes. This is how a queen survives. Je connaissais pas, c'est fabuleux. Et ben voilà.
et cette musique pour nous parler de toi. En tout cas, c'est l'exercice difficile qu'on demande à tous les invités avec Pornouf pour nous donner quelques éléments de compréhension de ta personnalité, de ton mood. Ouais, j'ai choisi cette musique. Déjà, l'intro était le réveil, donc je trouve que Morning, Magic Morning, ça résonne, mais surtout, ouais, un peu tout ce qu'elle dit dans la chanson résonne pas mal avec qui je suis. Donc ouais, se réveiller avec les intentions claires, la clarté. I don't check my phone, I check my soul. Il y avait pas mal de choses, ouais, qui résonnaient. Donc voilà, ça parle pas mal des Magic Morning à moi. Et ben, on va parler d'un matin particulièrement magique, en tout cas à un moment où il y a un avant, un après dans la vie d'un entrepreneur, celui où tu pars pour signer la vente de ta boîte. En l'occurrence, c'est une session, et ça va être super intéressant, que tu as vécu un peu de loin. Tu avais quitté la boîte dans l'opérationnel, le quotidien depuis quelques temps. Ouais, quelques temps. Donc en fait, cette négo, on va la vivre par procuration, un peu à distance. Et je suis très curieux de comprendre tout ce qui se passe. En plus, je crois dans un contexte en interne qui est complexe, un peu tendu. Donc voilà, dans cette ambiance-là, dans ce contexte-là, je suis assez curieux de montrer aux auditeurs et aux auditrices encore une autre facette de ce que peut être la vente d'une boîte à distance. En l'occurrence, ce que j'ai pas dit, c'est le nom de la boîte que tu as créée, que vous avez revendue à Ad Videum, vendue à Prisma Media. Ouais. J'ai fait mes petites recherches avec Sacha, comme d'habitude. On essaye de faire nos calculs quand on n'a pas l'info officielle. Je te donne un chiffre qui est un peu large. Dis-moi si je suis dedans, et voire même dis-moi si tu peux le partager. Mais on est tombé sur a priori une session entre 10 et 50 millions. Ouais, c'est ça. Ok, on peut préciser. Bravo Thomas. on peut réduire le... C'est la bonne fourchette. Ok, comme beaucoup d'entrepreneurs, Marjorie ne peut pas commenter, et tu le sais, le sujet est pas qu'un montant. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les hauts très hauts, les bas très bas d'une aventure, à la fois d'un point de vue pratico-pratique d'une session de boîte, et puis surtout, tu l'as compris, d'un point de vue émotionnel. Donc, on part officiellement sur un matin particulier, celui de la session, avec Kanye West, Power. Donc, c'est sûr, a priori, la vente va se faire, un jour est fixé, et tu te réveilles dans cette ambiance. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose. Everybody, we rollin'. Everybody, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world. I see you in the morning. Bon, tu pars manger le monde là ce matin-là. N'est-ce pas? Est-ce que c'est un matin magique? C'est un matin... on va dire avec des émotions ambivalentes. À la fois, évidemment, beaucoup d'excitation. Beaucoup d'excitation parce que c'est l'aboutissement d'années de travail, de montagnes russes émotionnelles. De négociations, voilà, qui sont passées par là. Exactement. Et en même temps, de la tension. Que le deal ne se fasse pas, qu'il y ait des changements de dernière minute. À ce moment-là, parce que c'est vrai que sur tous les entrepreneurs qu'on a pu recevoir, il y en a pour qui ils ont très clairement en tête qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou signé, peu importe, et qu'il peut y avoir des choses de dernière minute qui font capoter un deal. Et d'autres qui arrivent en disant, enfin, on a tout balisé. Donc toi, tu fais partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui dit, malgré tout ce qu'on a avancé, il peut se passer encore quelque chose. Rationnellement, ouais.
Après, franchement, j'étais quand même... j'étais assez sereine, tout de même, sur le fait que... sur les changements de dernière minute, quoi. Ouais, j'étais quand même plutôt confiante dans le fait que ça allait se passer, en tout cas. Voilà. Après, est-ce qu'il va y avoir des dernières négociations ? On n'est jamais à l'abri, ça c'est clair, dans toutes les opérations de M&A, pour en avoir vu beaucoup d'autres depuis. Donc oui, des changements, mais dans le fait que ça se fasse ou pas, j'étais confiante dans le fait que ça se fasse. Ok. Voilà. Et donc c'était à la marge sur, enfin j'évoquais tout à l'heure, j'ai un contexte tendu, des négociations en interne aussi avec ton associé ou tes associés. Tu nous raconteras. Alors là, on raconte l'histoire un peu dans cet ordre-là. On commence au jour de la signature, mais il y a aussi peut-être ce truc-là qui est dans un coin de la tête, ou est-ce que ça va être une bonne ambiance, parce qu'on est quand même content de vendre. En tout cas, toi, c'était ta volonté de céder. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je disais que j'avais des émotions assez mixtes à ce moment-là, parce qu'effectivement, le contexte était quand même aussi tendu avec mon associé, que pour moi, cet événement et l'accord en fait qu'on signait cristallisait aussi le fait qu'il y avait un déséquilibre dans la captation de la valeur générée. Et du coup, ça, c'était dur. C'était dur pour moi. En fait, t'acceptes de signer quelque chose avec lequel t'es pas entièrement d'accord. Tout à fait. Si on le dit comme ça. Tout à fait. Mais ça n'avait rien à voir avec l'acquéreur ou le fait de vendre. Bien sûr, ouais. Et c'était vraiment plutôt interne, comme tu as dit, Ouais, c'était une discussion presque... Enfin, c'était l'aboutissement d'une discussion plutôt tripartite où les alignements d'intérêt n'étaient pas forcément parfaits, quoi. Ouais, les alignements n'étaient pas parfaits. Le respect aussi d'une parole donnée n'a pas forcément été là. Donc voilà, il y a eu, effectivement, ça a révélé pas mal de choses, mais ça je le savais en amont. Oui, parce que de toute façon, jour-là, tu sais que j'avais eu le projet de pacte, les discussions avaient été menées. Donc si tu veux, le jour J, ça venait juste entériner des discussions et des négociations qui avaient eu lieu préalablement, quoi. Donc t'as une partie, je sais pas, d'excitation, de joie, d'aboutissement, puis en même temps t'as un goût un peu amer, t'as un mélange de saveurs, quoi. J'ai un mélange de saveurs, j'ai une glace Bigou, tu vois. Ouais, mais tu vois des trucs genre citron, pistache. Je sais pas si ça se mélange. Je sais pas si ça se mélange bien. Là, on est plutôt sur cactus fraise. D'accord, okay, cactus fraise. C'est comme le vin, hein, pour moi, tu sais, tout le monde il y a un petit goût de cerise. Ah non, j'aurais dit de bergamote. Alors c'est le même vin. Donc c'est propre à chacun. Je le saurais si tu viens dîner chez moi. Moi, je suis toujours dit, oui, je crois deviner la cerise. Donc, il y a cette émotion mixte, bigou, peu importe, chacun choisira son goût. Autour de la table, tout le monde est là. Il y a qui de votre côté, qui du côté des acquéreurs? Là, on a signé... Alors attends, parce que je me replonge aussi, c'était il y a un moment, comme je l'ai annoncé. On a signé de mémoire dans le cabinet de notre avocat, je crois. Enfin, de l'avocat de notre... Quand je dis notre, c'est de la boîte. Ouais. Est-ce que tu avais aussi ton avocat? Ouais, j'allais y venir. Moi, j'avais pris un avocat aussi. Justement, pour faire changer certaines choses, certaines clauses. Et de m'assurer que en fait ce qui avait été discuté aussi était respecté, et ça me rassurait qu'il soit présent aussi pour pas avoir, enfin j'étais hyper jeune à l'époque, donc je resitue, j'ai monté la boîte, j'avais 23 ans, donc ça me rassurait d'avoir quelqu'un à mes côtés qui puisse prendre la parole et défendre mes intérêts, exactement. Puis ça enlève une petite charge mentale de se dire je relis, est-ce qu'il y a des trucs que je vois pas, que je comprends pas, effectivement. Voilà, ouais, complètement. Et côté acquéreur, tu te rappelles? Pas trop, non. Pour être honnête, en fait, les deux boîtes avaient leurs avocats, et puis moi j'avais le mien en perso pour le coup. Et c'est pas le patron de Prisma Media, c'est quelqu'un en charge des acquisitions, de la strat. Il était pas là. Okay. Côté acquéreur, il était pas là. Et après, mais dans la salle, ils étaient pas là non plus. Mais on avait aussi incentivé certains de nos salariés qui avaient des BSPCE. qui avaient fait une procuration. Il y avait aussi
Je me rappelle, dans les négos préalables aussi, ils avaient manifesté certains désaccords par rapport à certaines on va revenir sur toute cette phase de négo avec l'acquéreur et entre vous. Okay. Si on prolonge cette journée et après on marque la fin de ce chapitre, tu sors de là. Ouais. Alors je vais arrêter. Tu m'as dit en plus, Anne, arrête de me demander où est-ce que t'es précisément. Donc écoute, donne-nous ce qui te reste de cette journée, mais une fois que c'est signé, c'est quoi? Toi, après coup, là, c'est blackout complet, ou tu décides de partir ailleurs, de marquer le coup, de faire une pause, ou au contraire, tu pars sur un projet, un taf, que sais-je, ce jour-là précisément. Ouais, non mais c'est vrai que c'est marrant parce que les souvenirs, finalement, il y a des trucs dont je me rappelle très très bien, très précisément. Mais tu vois, comme quoi le jour de la vente, pour moi, c'était pas si important que ça. Parce que c'est pas un truc dont je me rappelle dans le détail, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle être sortie, je suis allée déjeuner avec des amis, je crois. Voilà, après, comme j'étais sortie quand même de la boîte depuis quelques mois, j'ai pas eu ce contre-coup, tu vois, de genre je signe et puis plus rien après, qui peut être le cas de certains entrepreneurs ou qui peuvent même réaliser après en deux bandes, voilà, parce que le jour de la signature, il y a l'excitation et tout, l'adrénaline. Puis après, t'as le earn-out parfois, voilà, faut se remettre au charbon. Mon associé a eu un earn-out, donc lui, il est resté après dans la boîte. Et donc franchement, déjeuner entre amis. Copain entrepreneur, rien à voir. Copain entrepreneur, alors certains. Voilà, et après, franchement, comme d'habitude, quoi. Je pense que je sais pas si je réalisais aussi vraiment, tu vois. Il y a peut-être de ça aussi. Parce que je réalisais vraiment ce qui s'était passé. Et c'était ton premier exit? Ouais. Et c'était un... À moins d'avoir monté une boîte à 16 ans, exit. Pourquoi ça pas? Arrive, il y en a. Aujourd'hui, on en voit. Tout à fait. Mon fils, il y a 16 ans, il vient de monter une boîte. Voilà. Je le cite maintenant, tu vois. Ouais, tu en as parlé au dernier épisode, et puis à un moment, on va savoir ce que c'est, mais la suite à la fin de la saison. À la fin de la saison. Je dirai pas ça tout de suite. Quand il aura vendu, il viendra raconter lui-même, c'est mieux. Mais oui, t'as raison, c'est vrai que maintenant, il y a des jeunes qui montent des boîtes très très tôt, et donc oui, c'était mon premier exit. Non, 23 ans, c'est déjà jeune pour monter une boîte, mais c'était un closing. Le signing, c'était un closing. Ah oui, c'était un closing. D'accord. Donc ce jour-là aussi, il y a un truc qui a changé. T'as eu quelques zéros qui sont arrivés sur ton compte. Tout à fait. Et comment tu le vis à ce moment-là? Comment tu le vis le jour même? Enfin, sortir de ce... C'est un moment important. C'est sur le moment, tu réalises pas. Je pense que l'argent a jamais été un driver chez moi. Je pense que c'est un moyen de reconnaître la valeur que tu crées. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir de déséquilibre. Ouais. En revanche, le fait de, tu vois, toucher beaucoup d'argent sur mon compte, sur le coup, j'étais pas en mode, tu vois, me connecter 10 fois sur mon compte, en me dire qu'est-ce que je vais faire de cet argent. Enfin, j'en étais pas là. Là, si on reste dans le jour même, j'en étais pas là. Donc et peu importe le montant, et en l'occurrence que ce soit beaucoup, t'as quand même cette petite frustration de te dire ça valait bien plus ce que j'ai apporté. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un moment qu'on aborde avec plein d'entrepreneurs sur, effectivement, t'as quand même un avant, un après dans ta vie. Pour certains, c'est s'acheter leur première baraque, ou pour leurs parents. Aussi souvent, il y a ce côté de give back. En fait, on va dire que effectivement, la frustration, un mélange de plusieurs émotions. Ouais. Enfin, on va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure, mais en fait, occuper à ce moment-là encore beaucoup de place, les jours, tu vois, le jour J, le jour d'après, et dépasser, si tu veux, les quelques zéros que j'avais reçus sur mon compte, en fait, tu vois. D'accord. Ouais. C'est pas comme si l'argent effaçait. Tu vois, tout ce qui s'était passé, et c'est ça que j'avais besoin de processer. Je pense à ce moment-là, et j'étais plus avec ça, dans mon cœur, dans la tête, que tout l'argent que j'ai touché, tu vois.
Voilà. Il y a, on en parle là parce qu'en plus tu fais ton déj là avec tes amis. Souvent on en parle plutôt dans la fin de l'épisode, mais t'as toujours ce questionnement pour beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que j'en parle à mes copains? Est-ce qu'ils vont comprendre? Encore plus quand on parle de j'ai vendu ma boîte et je fais un burn-out. Alors là, les gens, pour certains, ne comprennent pas du tout comment c'est possible. Là, en l'occurrence, tes amis, ils sont au fait que tu viens de vendre ta boîte, que c'est un moment important pour toi, et je parle même pas d'argent, de montant ou quoi que ce soit. Ouais, carrément. Enfin, j'ai une bande de potes très proches depuis très longtemps, que j'ai toujours aujourd'hui, donc on va dire que les très très proches, ouais. Carrément, donc tu peux partager ça, ouais. Ils sont au courant. Ils sont au courant que j'ai vendu ma boîte. Effectivement, enfin, j'ai pas non plus, tu vois, annoncé fièrement le montant, mais en tout cas, ouais, ils étaient au courant que je vendais ma boîte. Ils étaient au courant aussi de cette excitation, cette fierté mélangée de préoccupation, de frustration, enfin voilà, de tout ce que je ressentais. Et oui, il y avait un décalage. Il y avait un décalage parce que moi, du coup, j'avais 25-26 quand on a vendu. J'avais vécu 4 années où j'étais en mode businesswoman, quoi. Enfin, tu sais, Unstoppable. Voilà. Et je gagnais très bien ma vie, au-delà de l'argent. C'est-à-dire que j'ai eu, grâce à la session, je gagnais très bien ma vie. Donc il y avait ça aussi. Et j'avais des potes qui étudiaient encore, quoi, ou qui étaient premier job. Donc ouais, il y avait un gros décalage, mais en tout cas avec ceux que j'ai toujours aujourd'hui, ils étaient là, en fait. Ils étaient là et ils ont, je sais pas s'ils ont compris, mais en tout cas, ils acceptaient le décalage, comme moi j'acceptais aussi, parce qu'il y avait des décalages des deux côtés, finalement. Dans les deux sens, ouais. Et c'était cool. Et en plus, en vrai, j'étais hyper contente parce que je pouvais du coup les inviter en vacances, dans des endroits sympas. Je pouvais les inviter dans des restos sympas. Je pouvais leur faire des cadeaux sympas. Donc en fait, j'avais ça aussi. J'avais une capacité de connecter avec ma générosité. Ouais, tu vois, que j'avais pas forcément avant. Et voilà, et de faire ensemble. Qui doivent se quoi. partager, ouais. Ouais. Je me permets, dis-moi si tu veux pas répondre, mais t'as dit ceux qui sont restés. Et de toute façon, je pense que dans toutes les vies, qu'on soit entrepreneur ou pas, qu'on ait vendu sa boîte ou pas, il y a des amis qui restent, des amis qui partent. Donc, mais est-ce que ce décalage, a fortiori de j'ai réussi d'aller jusqu'à la cession de ma boîte, tu penses que ça a été aussi un décalage avec certains proches, ou en fait, c'est aussi la raison pour laquelle les chemins divergent? Alors oui, mais c'est pas forcément lié à la cession. C'est-à-dire que c'est pas lié à l'enrichissement. Le fait qu'il y a un moment, je suis arrivée avec effectivement un décalage d'argent, d'expérience, c'est pas tant lié à ça. C'est plus lié au quotidien. C'est-à-dire que les amis que j'ai perdus en chemin, et en vrai, il y en a pas beaucoup. Hein. Franchement, enfin, je me remets. Ou alors, c'était pas vraiment des amis, c'était des copains, copines. Enfin, tu vois, c'était pas le cercle proche. Mais je pense là, tu vois, une personne. Il y avait un décalage dans le lifestyle. En fait, déjà pendant l'aventure. Donc ça, c'était pas lié à la session. Et beaucoup de reproches. Enfin, moi, je sentais beaucoup de reproches sur mon lifestyle, le fait que j'étais pas hyper présente. Que par exemple, tu vois, quand j'invitais à dîner chez moi, ça m'arrivait 1000 fois de dire désolé, je viens de rentrer du boulot, donc on se commande des sushis. Et à l'inverse, j'avais en l'occurrence là plus des copines que des copains, donc plus des nanas qui prenaient soin de à chaque fois qu'elles m'invitaient à faire préparer tout. Et c'est vrai que moi j'avais pas le time, tu vois. Et ce qui m'importait, c'était le moment partagé. Donc ça a pu mettre. Ça effectivement, c'est pas un sujet de j'ai vendu, pas vendu, mais que vivent beaucoup d'entrepreneurs, de pas être là à toutes les occasions, ou de faire différemment, tu vois, quand t'as du temps, quoi. Ouais. Voilà. Mais non, en vrai, ça va côté amitié. J'ai pas à me plaindre. Je suis même plutôt chanceuse. Je le disais, là, t'étais dans un mood unstoppable. C'est la chanson que t'as choisie de Sia pour raconter les débuts de l'aventure, parce que on n'a pas encore partagé ce qu'était cette boîte pour comprendre ce qui va à un moment intéresser un acquéreur. D'ailleurs, il y a peut-être plusieurs acquéreurs potentiels, et quand c'est le cas, j'aime bien comprendre quelles sont les typologies d'acquéreurs possibles sur tel ou tel business, et c'est pas toujours les mêmes leviers, les mêmes intérêts
de synergie. Donc voilà, on va partager tout ça, partager aussi toutes les discussions en interne, mais avant ça, on raconte les débuts de l'aventure de Advideum, la première régie vidéo française. Je peux le dire comme ça ? Allez. On envoie. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on so you are how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Ouais. On l'a écouté il y a pas longtemps ce moment. Ouais, ce matin. Tournage précédent. Elle m'a proposé 2 versions différentes. Elle m'a dit, moi j'aime bien celle-là pour cette raison, j'aime bien celle-là pour telle autre raison. Laquelle vous mettez le plus souvent? Et l'autre c'était un Daft Punk. Ouais, tout à fait. J'ai dit on a moins passé Unstoppable. Donc même si on l'a passé ce matin, on est ravis de la remettre. Écoutez. Ouais. Et donc cette ambiance, t'es jeune, t'as envie de manger le monde et t'as ce projet. On raconte les tout débuts. Les tout débuts, ouais, j'avais grave la dalle, c'est clair. Donc t'as commandé des sushis. Voilà, exactement. Puis je me suis fait reprendre par mes copines. Comment ça, tu me prépares pas un bon dîner? Ouais, je démarrais, en gros, je rentrais du Canada. Après avoir pas mal vadrouillé, j'avais fait US, Argentine, Chine, Inde. J'étais repassée par le Canada, je rentrais en France, et là j'avais un projet entrepreneurial qui n'était pas Advideum du tout, qui était une app qui proposait du contenu personnalisé, pour lequel j'avais développé un algo. J'étais alone, je cherchais 200K, j'avais pas d'associé, j'étais une meuf, tu vois, Facebook, c'était en 2009, donc tu vois, Facebook je crois était sorti en France en 2008, pour redonner le contexte quand même, et voilà, et donc je cherchais des sous pour cette boîte-là à l'origine, et Julien, donc celui qui va devenir ton associé, voilà, exactement, lui avait déjà en tête Advideum, et on se connaissait depuis très longtemps. Nos mères étaient potes et tout. Voilà, on n'est pas de la même génération, il a une dizaine d'années de plus que moi. Mais on se connaissait bien. Ouais. On était assez proches. Et donc tu vas lui pitcher ton projet? Je vais lui pitcher mon projet, et je sais plus trop comment tout ça se matérialise, mais en gros il me dit viens bosser avec moi. En gros je me prenais quand même pas mal de portes sur mon projet. Ouais. Parce que tu penses trop tôt sur le projet, trop jeune, trop femme, j'en sais rien, trop un truc. Je sais pas, c'est toujours difficile de dire après, mais je pense trop tout. Enfin, je pense déjà contexte. Enfin, l'écosystème en fait des levées de fonds du VC en France n'était pas du tout. Il y avait que Kima avec Xavier, et après quelques fonds, mais en vrai c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Premièrement, donc il y avait moins d'argent, moins de capitaux, c'était moins structuré. On faisait moins confiance à des jeunes. Tu vois, il y avait pas tant de rôle modèle hyper jeunes, de gens dans la vingtaine qui montaient des boîtes. Alors aux US, toujours plus, parce que ils innovent sur plein de choses, et je pense que les gens se lancent plutôt aussi là-bas parce que c'est culturel. On parlait presque pas des entrepreneurs. Et alors le mot start-up n'existait pas dans les médias. Hein. Donc voilà, donc je pense ce contexte. Vraiment. Un petit peu. Entrepreneur, oui, start-up pas tant que ça. Ouais. Hein. En tout cas, ouais, contexte déjà pas propice. Ouais. Et puis, jeunesse. J'étais solo founder. Alors, pour le coup, je n'étais pas du tout contre m'associer, mais en tout cas, j'avais mon idée, j'avais mon truc, donc j'avais quand même démarré, tu vois, la recherche de fonds. Et puis, femme, je sais pas. Je sais pas, est-ce que ça a été un downside? Je sais pas.
Après Sista s'est lancé avec beaucoup de sujets sur les levées de fonds, donc c'était bien après. En tout cas, moi, je le voyais pas comme ça, parce que je suis fille d'entrepreneur. Donc ma mère était entrepreneur, et donc du coup, pour moi, une femme est entrepreneur très successful. Donc je voyais pas mon genre comme un frein, un handicap. Tu vois, mais j'ai compris après que ça pouvait l'être. Enfin, tu vois, juste quand on regarde les chiffres. Mais moi, je le vivais pas comme ça. Voilà. Donc t'es dans ce contexte, t'as pitché. Finalement, Julien me dit viens bosser avec moi, file-moi un coup de main. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais négocié. J'avais dealé que quand même j'ai du temps, tu vois, pour aller pitcher mon projet, tout ça. Et finalement, je suis arrivée dans un contexte où il y avait rien. Tu vois, je me rappelle, le nom était même pas déposé au registre du commerce, il y avait pas de presse. Il y avait une idée qui était un copycat de, à l'époque, Bright Roll. Aux US. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a copié une boîte qui existait déjà aux US. Et puis, on était deux. On avait des bureaux, parce que Julien avait dealé avec deux de ses copains contre un peu d'equity, des bureaux, d'être dans les bureaux, d'avoir accès à leurs ressources humaines. Voilà. Donc, tu vois, il y avait un environnement. Un cadre, on s'entendait hyper bien. Et du coup, finalement, j'ai lâché mon projet pour le rejoindre full time. À ce moment-là, le deal, c'est on s'associe, c'est parce que viens bosser avec moi, ça veut dire qu'on va bosser ensemble, mais le comment? Ouais, alors de mémoire, encore une fois, c'était il y a longtemps, mais oui, en gros, l'association est venue pas longtemps après. C'est-à-dire que on a bossé ensemble quelques temps, ça marchait bien. Et j'ai dit écoute, moi si je reste, je donne tout, je veux en être. Et puis il y avait tout à créer surtout, enfin il y avait rien quoi. Il y avait juste une idée et des bureaux. Pas un euro de chiffre d'affaires généré. Et donc l'association vient quand même assez rapidement. Ouais, sur la table, ouais. À ce moment-là, comme on a évoqué le contexte de discussion qui va arriver au moment de la vente, l'idée, c'est qu'il est majoritaire. Ouais, ça, il n'y a pas de sujet. Non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et vous allez fixer un pourcentage pour toi dans ce projet. Ouais, un pourcentage qui devait du coup augmenter au fur et à mesure de l'aventure. Ok. Voilà. Donc tu démarres avec une base et ça doit augmenter. Ouais, tout à fait. Et ça, vous le marquez sur un contrat? Et non. Là, un de mes grands learnings. Non, on le marque pas. Je suis dans un environnement de confiance totale avec pas de pacte. Avec un proche en plus que je connais bien. Donc je fais confiance. Il n'y a pas de raison. Pas du tout. Est-ce qu'on avait... Si, je crois qu'on avait un pacte, mais on n'avait pas noté... Mais qui raconte pas toute l'histoire. Ouais, qui raconte pas toute l'histoire, ouais. C'était un pacte ou c'était un mail? Franchement, je sais même plus. Ouais. Je suis désolée, j'avoue que j'ai... mais ouais, en tout cas, ça racontait pas toute l'histoire. Et puis après, même ces discussions ont vachement évolué aussi. C'est-à-dire que ces discussions, t'as re-eu dans le temps, entre le moment, la première association, de dire, il y a ça, et puis après, il y aura ça, on verra. Et puis en même temps, entre-temps, la valeur créée. Et puis, tu vois, les autres discussions sur, en fait, tu vois, on passe de X sur Y à Z parce que y a beaucoup de valeurs qui se créent. Voilà. Et puis à l'époque, en plus, je me rappelle, on était en recherche d'un troisième associé. Voilà, il y avait, je me rappelle, Étienne qui avait fait un temps chez nous et qui était pas resté finalement. D'ailleurs, ça a été assez tendu entre mon associé et lui, à la fin aussi. Et il était pas resté, quoi. Ouais. Je faisais une micro-pause là-dessus parce que c'est le moment de poser ce qui avait été, qui n'a pas gravé vraiment entièrement sur le marbre, mais ce qui s'était dit. Ce qu'on n'a pas par contre expliqué, c'est ce que fait cette boîte. C'est un copycat d'une boîte successful aux US. Alors, j'ai un peu dit, c'est la régie, mais... En fait, c'était un... Le modèle, c'est quoi? Est-ce qu'il évolue dans le temps aussi?
Non, alors c'était une régie publicitaire vidéo. Donc pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ce que fait une régie vidéo, donc en fait ils sont vraiment un two-sided platform avec un supply side et un demand side qu'on gère quoi. Donc le supply c'est les éditeurs, les publishers, donc dans l'occurrence c'était des titres de presse, et la demand c'est les annonceurs et leurs agences médias. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font presque automatiquement, complètement. Là, c'est à la main. Ouais, on n'avait pas la programmatique au départ, donc la programmatique n'existait pas, et donc on était vraiment, plus nous on était positionnés premium, c'était un choix, donc on était sur du CPM. Il n'y a pas de pendant en France. Non, alors à ce moment-là, l'état du marché à ce moment-là, c'était en gros YouTube, donc UGC, donc User Generated Content. T'avais quelques chaînes type M6, TF1 qui avaient leur replay. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment sinon d'inventaire structuré qui offrait aussi la qualité de l'écrin et l'écrin éditorial d'un Figaro, Les Échos, L'Équipe, voilà, qui séparément avaient tous des petits inventaires, et c'est là, mais pas suffisamment pour aller les commercialiser en propre quoi. Et donc pour aller chercher ces éditeurs, il va falloir les convaincre. Il va falloir les convaincre, ouais. Et c'est là où, pour le coup, alors Julien bossait beaucoup plus sur la supply. Moi, au départ, j'étais plus sur la demand, les agences, ensuite, après les annonceurs, la com, le market, parce qu'on faisait beaucoup d'événements et tout. Donc ça, c'était vraiment un gros boulot et un gros budget. Ouais. Voilà. Donc la supply, on avait en gros, on avait syndiqué des marques de presse françaises. Et on leur proposait de leur apporter de l'innovation, la technologie et un revenu stream supplémentaire. Voilà. Et on les a syndiqués. Ils ont formé une collective, la collective de la presse. Et on avait signé un contrat avec cette collective. Et le premier contrat, de mémoire, on avait une exclue sur un certain temps. Donc on avait verrouillé en fait notre supply, une supply hyper quali. Ouais. Et là, va falloir faire le tour de tous les annonceurs pour gérer l'exclu et optimiser. En fait, ça veut dire que tu avais 100% de leur contenu, sur la partie vidéo. Ouais, on utilisait tout leur, les inventaires vidéo nous étaient délégués. Il y avait peut-être, pour le coup, c'était Julien vraiment qui gérait cette partie-là. Moi, j'avais filé un coup de main avec le réseau que j'avais à l'époque. Mais, il y avait peut-être certains annonceurs qui nous avaient demandé, d'avoir la double, de pouvoir aussi commercialiser en propre. Je me rappelle plus exactement des détails, mais on était quand même le représentant, on va dire, de tous ces titres sur la partie vidéo en France, clairement. Alors les équipes m'ont mis quelques petites notes, c'est pour ça que j'avais lancé là-dessus, mais ça n'a peut-être rien à voir. J'avais lettre à Arnaud Lagardère. Ouais. Et coup de fil à Yannick Bolloré. Ouais. Comme tu disais, j'avais envie de manger le monde. J'avais pas trop de limites, donc je me sentais capable de taper à la porte un peu de n'importe qui à l'époque. Et j'avais la chance d'avoir quand même accès, grâce à mes relations proches et mon réseau de l'époque, à des gens assez haut placés. Et donc j'ai fait une lettre effectivement à Arnaud Lagardère, qui est passé par son assistante évidemment. T'as écrit quoi? J'ai écrit Cher Arnaud, exactement. Je suis en train de monter un leader worldwide. Non, mais j'ai présenté, en fait, j'ai pitché à Advideum. Par lettre, Par lettre, par lettre. J'ai pitché à Advideum et je lui ai demandé s'il était possible de rencontrer ses équipes. Donc à l'époque, c'était donc Lagardère Média, la branche du groupe qui nous intéressait, qui avait groupe Marie-Claire, Europe 1, voilà. Et si on pouvait rencontrer quelqu'un de ses équipes pour leur présenter notre value proposition, quoi. Et on a eu un rendez-vous. Voilà. Donc voilà, pas peu fier, du haut de mes 24 ans, 23 ans. En fait, si tu demandes pas, tu obtiens pas. Après, tu peux ne pas obtenir à chaque fois, mais faut oser. Et le deuxième, Yannick Bolloré, Alors là, c'est un coup de fil. Je me rappelle très, très, très rapide. Vraiment
très concis, très efficace, le coup de fil. Pareil, donc là, j'ai pitché. Donc, j'étais méga stressée parce qu'autant une lettre, tu peux, prendre le temps de gommer. Là, c'est du direct. Là, c'est pire qu'un elevator pitch. Ouais, j'étais là, machin. En plus, c'était vraiment genre, je me rappelle, bon, avec les souvenirs de l'époque, quoi, mais c'était oui, ok, next. Enfin, tu vois, c'était genre, j'avais vraiment pas beaucoup de temps et j'étais là, ok. Enfin, voilà. Et, en plus, c'est pas dans quel contexte la personne est au moment où t'appelles. Tout à fait. Et puis, tu sais que cette personne est quand même très sollicitée. Il y a peu aussi. de temps, ouais. Voilà. Ouais. Donc, pareil, la pitch orale, je pense que je l'avais méga préparée, quoi. Je me l'avais écrit 10 fois, tu vois, je l'avais répété 10 fois dans ma tête, en marchant, tout ça. Et voilà, je l'avais pitché, pareil, même demande, en fait. Est-ce que, éventuellement, on pourrait rencontrer quelqu'un de tes équipes pour présenter notre solution? Voilà. Attends, pardon. Tu t'appelles, tu le connais pas, tu décides de le tutoyer? Non, je l'avais vouvoyé, pardon. Ouais, là, maintenant, juste pour... Non, mais tu fais bien de rebondir. C'est juste que maintenant... Pour pas que certains disent, super technique, je vais faire de même. Mais jeune homme, jeune femme, on ne se connaît pas aussi sympathique soit votre voix et votre pitch. Clairement, j'avais vouvoyé, ouais. J'avais de l'assurance, mais quand même pas... J'étais pas en roue libre, non plus, tu vois. Genre, voilà, un peu de respect, quoi. Je veux bien qu'on partage, alors là forcément on fait très vite sur l'aventure parce qu'on est spécifiquement sur l'exit, sinon on ferait 10 heures d'émission. Donc je veux bien qu'on accélère un peu sur la partie aventure, mais ce qui m'intéresse c'est de comprendre où est-ce que vous avez craqué le marché, si on a quelques chiffres avant évidemment la session, quand vous allez commencer à réfléchir à vendre, et puis même si tu as quelques anecdotes que tu partages pas, je le disais tout à l'heure quand t'es dedans, mais qu'après coup c'est toujours intéressant et c'est des bons learnings pour d'autres entrepreneurs. Bien sûr, ouais, sur les trucs sur lesquels il y a prescription et on en rigole. C'est marrant parce que j'ai appelé une de nos anciennes team member qui est devenue une amie aujourd'hui, qui était ma cliente d'ailleurs, et qui est venue dans la boîte pour justement un peu reparler de tous ses souvenirs et me dire mais est-ce que je me rappelle de ça, te rappelle de ça, enfin un peu me rafraîchir la mémoire. Alors qu'est-ce qu'on a craqué? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont fait la force d'Adviseum. Un, qui est un truc hyper important, un critère, je pense, de succès clé qu'on néglige parfois. Typiquement avec ma deuxième boîte, j'y étais pas du tout. C'est le time to market. Voilà. Donc on était à un timing au parfait. Bon moment, au bon endroit. Ouais, vraiment best timing ever. Vraiment. Donc ça, je pense que ça a été une grosse clé de succès. Donc time to market, bon moment, bon endroit. Ensuite, je te parlais de la supply. Donc ça, la syndication, tu vois, de marque. Ça, mon associé a été hyper fort là-dessus. Vraiment de verrouiller en fait la supply avec du contenu quali qu'on pouvait aller proposer en fait aux marques et donc derrière. Vendre mieux. Ouais. Donc ça, c'était franchement, ça nous a propulsés. On avait fait le choix aussi sur la tech d'avoir. Au départ, on a bossé avec Google. On a bossé avec Google au départ, on s'est dit ok, il nous faut quelque part un label, enfin une marque qui va rassurer avant de faire un truc dans notre coin, enfin tu vois, voilà. Donc ça, c'était un choix qui je pense a été bon, un bon choix strat. Et in fine, vous aurez votre tech, vous allez... Ouais, alors on en rediscutera. Ok, mais d'accord. Non, ouais, au final, non, après... Je me note d'en rediscuter. Ouais, après on a bossé avec, tu vois, notre deuxième presta, c'était un peu comme si c'était notre tech, c'est-à-dire qu'on lui donnait toute la roadmap, il nous développait tout sur mesure. Mais non, on a fait le choix de pas développer une tech propriétaire. Ok. Alors vraiment, faut qu'on se note d'en parler tout à l'heure, mais je me rappelle épisode 1 de Cash Out, Ludovic Huro, Attractive World, et en fait la tech développée ailleurs, et ça a failli faire sauter le deal parce qu'ils étaient pas propriétaires de l'IP. Ouais. Donc une vente, ça peut être un sujet. Oui, petit clin d'œil à Ludo que je connais. Oui, clairement, c'est un sujet intéressant. Donc pardon. Fin de la parenthèse. Du coup, et on parlait des anecdotes. Des anecdotes. Donc time to market, supply, verrouiller la supply. Donc ça a quand même contribué clairement à asseoir notre notoriété. Ensuite, je pense que le marketing
de l'offre était très bon. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec un écrin premium, avec un prix premium, et on proposait en fait aux annonceurs et donc leurs agences un revenu stream complémentaire, un support déjà développé, qui était pour la télé. Et donc en fait, ils avaient déjà investi dans un support, donc leur pub, en fait la publicité télé, qui était leur gros investissement. Ouais. Et on allait chercher un reach complémentaire avec le même contenu qu'après, après on l'a retravaillé et tout. Hein, mais au départ, on disait, on prend votre spot tel quel et on va le diffuser. Donc on appelait ça des pré-rolls et des post-rolls, donc avant, après, une vidéo de contenu éditorial. Et ensuite, on a eu le mid-roll, enfin après, il y a plein de choses, des overlaps, il y a plein de formats qu'on a développés, mais au départ, c'était tout simplement, on prend votre spot et on va l'exploiter. On diffuse. Et donc, c'est, voilà, l'investissement que vous avez réalisé, il va vous apporter un complément de revenu. Donc, il y avait ça. Et puis après, il y avait tout le contexte aussi du développement du digital. En fait, qui portait aussi le monde, t'as le marché la pertinence, comme aujourd'hui, d'être présent, tu vois, dans les IA. Enfin, voilà, il y a ce côté-là aussi en pub. Bon, c'était la même chose. C'était à l'époque, être présent sur le web, ça devenait hyper important, quoi. Donc, il y avait ça. Et après, je pense, tout ce qui était la machine événementielle qu'on avait développée. Ça, c'était quand même vraiment un gros sujet. C'est quoi? C'est un gros levier de fidélisation, d'acquisition. Ouais, c'était un gros levier. Donc, on organisait plein d'événements. Mais c'est-à-dire que, enfin, moi, je passais ma vie avec mes clients. C'est-à-dire que je dînais avec mes clients, je passais mes soirées avec mes clients, je passais mes week-ends avec mes clients. Donc, on avait tout un programme qu'on avait développé. Là, on avait fait des partenariats. Donc, tu vois, des partenariats avec le Country Club. On les emmenait golfer. J'ai fait des partenariats avec PSG Parc des Princes. Donc, on emmenait nos clients voir des matchs. On les emmenait faire du soléastique. J'avais organisé, je me rappelle aussi, la conduite sur Tesla à l'époque. Donc, tu vois, première Tesla. Ouais. Donc, j'avais amené les clients. Donc là, c'était les patrons d'agence. Conduire des Tesla dans le bois de Boulogne. Et après, on allait dîner. Voilà. On organisait 1000 trucs. Donc ça nous permettait d'avoir des espaces d'échange avec nos clients et nos prospects en off. Premium. Ouais, premium, exactement. Donc ça, c'était un peu tout le calendrier d'événements, tu vois, que je faisais vivre au quotidien, au départ seul, et après avec mes équipes, parce que j'ai recruté, bien sûr, pour m'épauler là-dessus ensuite. Et après, des gros événements, là, on faisait des soirées, et je me rappelle, au départ, mais je faisais avec des bouts de ficelle, quoi. Julien, il était là, il faut qu'on organise un événement, pareil, réseau, en fait, ok. Faut que ce soit premium, et donc là, je me rappelle, premier, c'était dans une galerie d'art, d'amis, qui nous l'avait mis à disposition leur galerie gratuitement. Donc en vrai, on n'avait pas de thunes. Donc faut se remettre dans le contexte où déjà la boîte a été bootstrap. Donc on n'avait pas d'argent. Enfin l'argent qu'on avait, c'était l'argent que générait notre chiffre d'affaires, quoi. Donc il n'y avait pas d'argent. Bootstrap. On a quand même connu l'hypercroissance et on a été assez vite rentable. Mais au départ, on n'avait pas de sous. Donc donc c'est galerie d'art de potes, maison aussi. Maison de réseau, hôtel particulier, que des endroits premium qui nous étaient prêtés. Voilà. Ça aide. Ouais. Ça aide à lancer. J'accélère involontairement, tu m'en veux pas, Marjorie. Est-ce qu'il y a un ou deux trucs sur lesquels tu peux maintenant, avec le temps passé et la prescription, les moments, je sais pas, tu vois, mais on a des témoignages avec des coups de culot pas possibles et des fois un peu border. Enfin, dans chaque boîte, il y a des trucs que tu ne diras que longtemps après. Ouais, alors carrément. Nous, on a eu un petit sujet sur la livraison. Donc, ce qu'on appelle la livraison, donc c'est où on livre les contenus publicitaires des annonceurs, donc des marques. Et donc, à un moment, on a quand même étendu notre inventaire. Et puis, il y avait aussi des glitches tech, des soucis et tout parfois. Mais un jour, j'ai un client qui m'appelle. Et aussi, la technologie a évolué. C'est-à-dire qu'on était traqué ensuite. Ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, les solutions de tracking permettaient de savoir exactement, permettaient aux agences de suivre où allaient les contenus, quoi. Ouais. Et donc là, un jour, on m'appelle et on me dit, alors là, donc ils avaient acheté évidemment Le Figaro, Les Échos, L'Équipe, et donc là, ça a été livré sur un site, border, quoi.
de contenu pour adultes, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas à quel point je peux être crue sur ce podcast. Voilà. Et donc, je pense. Et là, tu l'as dit. Comment vous savez? J'ai dit, on étend notre inventaire, voilà. Mais ça reste premium, j'ai dit. T'as dit ça? Non, parce que si vous regardez dans le détail, c'est le premium du premium en la matière. C'est votre cible, on vous le dit. Q premium. Non, là, j'étais hyper mal. Surtout que j'étais pas au courant. Donc je tombais de ma chaise en fait. Donc je le comment on dit je cherche mes mots. Je l'apprenais. Je l'ai appris à ce moment-là. Ah, ça c'est encore plus difficile parce que tu sais pas quoi répondre. Non, effectivement, tu vois, j'étais partagée entre faire de l'humour et après me dire non, c'est peut-être pas le meilleur moment, Marjo. Je tombe sur le cul. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Première chose, en fait, j'ai tout de suite dit ok. Déjà, j'ai laissé, je me rappelle la cliente. Donc elle était hyper énervée, ce que je comprends tout à fait. Donc je l'ai laissé parler. Donc vraiment, mais ça a été, je pense qu'elle a parlé, mais elle m'a enchaînée. Mais pendant, je sais pas, plus d'une demi-heure, je pense que j'ai pas dit un mot. En fait, elle avait besoin de décharger. Elle avait besoin de déposer. Elle était hyper en colère. Donc j'ai écouté. Et ça, en vrai, pour le coup, pour les plus jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, et c'est le conseil aussi que je donne aux entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, écouter, c'est clé. En fait, parfois il faut savoir j'allais dire la fermer, mais tu l'as dit de manière plus élégante que moi. Mais en fait, il y a des situations, en fait, on se tait, on n'essaye pas de se justifier, de se rattraper. En fait, on écoute. On écoute le client. Donc là, j'ai écouté le client. En plus, ça t'avait pas le choix, là. Ouais. Non, mais en plus, j'étais moi-même abasourdie. Donc, je pense que tu vois, donc, j'ai écouté le client. Et après, j'ai dit, ok, je comprends. Je prends note. Je suis désolée. Et je vais voir avec mes équipes ce qui s'est passé. Et je vais revenir vers toi. Pour le coup, je l'ai tutoyé. Je vais revenir vers toi, avec un rapport complet de ce qui s'est passé. Et ensuite, à partir de là, on rediscutera. Ouais. Mais en fait, là, c'est pas le moment c'est pas, et pour le coup, je me suis trouvée, tu vois, avec le recul, assez mature à l'époque. Ouais. Parce que c'est pas le moment, en fait, de se justifier, de dire on vous offre ci, on vous offre ça, voilà ce qu'on fait, sur notre campagne, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc la discussion, en fait, elle a eu lieu bien après. Et déjà, la cliente était redescendue. Et elle avait apprécié, en fait, tout simplement, l'écoute, l'effort la compréhension. C'est même pas un effort, parce que c'était évidemment nécessaire. Mais c'était l'écoute, la compréhension et le fait de revenir vers elle et pas essayer de mytho après derrière, de courir les trucs et tout. Enfin, tu vois, j'ai été quand même assez true, authentique, tu vois, dans ce que j'ai restitué, tu vois. Ouais, même si tu connaissais pas exactement l'étendue du problème, etc., d'une certaine façon, t'assumes, en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est appréciable pour le client, quoi. Je pense que ça, c'est autre reco. Moi, je pense que je suis de la team où il vaut mieux, quand c'est aussi grave que ça, je pense qu'il vaut mieux assumer. En fait, fermer sa gueule, assumer, parce que je sais pas trop comment tu peux t'en sortir dans un truc comme ça, tu vois. Je passe un peu pour un guignol en vrai, donc qu'est-ce que tu dis à part dire j'ai grave merdé, je suis désolée, qu'est-ce qui pour vous serait acceptable pour que en fait notre relation qu'on a construite et qui jusqu'à présent se passait bien ne se rompe pas, quoi. Ouais. Comment on peut préserver le lien, qu'est-ce qui permettrait de réparer ça quelque part. Voilà. Tu vois, même, en fait, t'arrives même pas avec une propale de je vous offre ça, je fais tel discount. En fait, c'est même cheap. Genre, déjà, moi, je conseille. Et moi, je vends cher, donc je fais pas du cheap, ok? Non, mais tu vois, genre, voilà, dire au client. Et en fait, tu serais surpris parfois, que moi, donc j'ai eu d'autres sujets comme ça, alors pas toujours aussi grave que celui-ci, mais parfois juste demander au client qu'est-ce qui pour vous pourrait réparer, qu'est-ce qui pour vous, en fait, il demande moins que ce que tu étais prêt à lui lâcher. Ça, c'est ouf. Oui, puis c'est pas surtout quand t'es mal comme ça, ouais. Tu vois. Et c'est pas une question de budget, t'as raison, c'est des fois une question de considération, d'écoute, de process, de tout un tas de choses qui sont pas liées au prix. Hein. Ouais, aussi, ouais.
Oui, parce que quand tu as un cas comme ça, le premier truc, c'est un bridge de confiance. Le client, il pense qu'il peut plus te faire confiance, donc c'est comment tu recrées le lien et effectivement lui donner de l'argent, une ristourne, un discount, c'est pas forcément ça qu'il attend en vrai, quoi. Ça commence par une thérapie de couple. Ouais. On l'a compris, le sujet c'est l'écoute. Moi je vous propose d'écouter la suite de l'aventure de cette session avec Interstellar, Hans Zimmer si je dis pas de bêtises, Cornfield Chase. Musique d'Interstellar, ça je crois. Quelle culture! Culture YouTube sous les yeux. Oh. Dans la première note, j'ai dit je sens sentiment d'espace. Ça, c'est l'oreille absolue, ça. Le bullshit absolu. Comme il n'y a pas de parole, on peut parler par-dessus. Donc là, va s'amorcer la réflexion de vendre. Juste avant la vente, tu vas quitter la boîte. Ouais. Je fais des transitions à la reddition, donc je fais des phrases, je laisse 3 points de suspension, normalement tu reprends. Bah effectivement, ouais. Je connais cette technique, il faut me poser une vraie question. Sinon ça marche pas. Et en question ouverte, parce que oui et non, ça ne marche pas. Non mais en question ouverte, déjà à quel moment il y a eu un sujet de vente, parce qu'on peut revenir sur ton départ avant en parlant de ça. Ok. Donc j'ai choisi cette chanson parce que je trouve que c'est beau et c'est tendu à la fois. Ok. Donc il y a un côté temps suspendu aussi, tu vois. Donc effectivement moi je suis partie quelques mois avant la vente. Alors, la discussion de vendre ou pas, oui, on avait déjà parlé, bien sûr, parce qu'on parlait quand même pas mal de la vision de la boîte et tout, et donc se poser la question de, en fait, qu'est-ce qu'on veut en faire de cette boîte, tu vois, et qu'est-ce que tu veux aussi en faire. Et parce qu'à ce moment-là, la boîte avait bien grossi. Ouais, on a fait un 0 à 30 millions de volume d'affaires en 5 ans. Donc hyper croissance, donc sans financement, 0 financement extérieur. Et du coup, ouais, se poser la question de qu'est-ce qu'on voulait faire de cette boîte. Quelle est la suite, ouais. Qu'est-ce que tu veux en faire. Et moi, j'avoue que j'étais assez rapidement en faveur d'une vente parce que le marché, en fait, on avait 2 concurrents à l'époque. Je pense qu'on a reçu à ce micro. Sticky Ads, ouais. Gilles et Hervé, ouais, qui sont chambés d'ailleurs. Et j'invite d'ailleurs à réécouter leur épisode pour comparer, parce que même marché, même super intéressant de voir sur un même marché 2 boîtes qui vont se vendre. Et ouais, tout à fait. Donc il y avait Sticky Ads, et Sticky Ads, donc la boîte de Gilles et Hervé, avait développé une technologie. Nous, non. Et donc ça, on sait aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui. On fait le match après, époque, mais oui. Parce que c'était pas le même contexte, tu vois, en 2010. Mais eux, ils étaient backés par des investisseurs. Ils avaient déjà levé, je crois. Ouais, ils avaient déjà levé, mais ils avaient fait un play US. Enfin, ils avaient un play très différent. Ils sont allés beaucoup plus loin, d'ailleurs, que nous dans l'aventure. Nous, on a vendu très tôt. Enfin, finalement, on a vendu très tôt. Et du coup, comme on n'avait pas de tech propriétaire, il y avait Tids aussi à l'époque, qui, au départ, c'était un de nos partenaires et qui finalement est devenu aussi Régie. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait 2 concurrents qui développaient la technologie. Nous, on n'avait pas de tech propriétaire. Et du coup, c'était un bon moment, je pense, pour vendre. Tu vois, donc on avait une super équipe, on avait le vent en poupe, on avait une croissance phénoménale, des beaux contrats, une belle brand. Donc c'est ça qu'on a vendu. Et c'est juste un point strat à ce moment-là, une discussion qui part de rien, ou est-ce qu'elle part par exemple d'un lead entrant, de quelqu'un qui vous contacte, qui vous tourne autour pour vous racheter, est-ce qu'il y a un élément qui déclenche cette discussion? Alors, sur les leads entrants et tout, franchement, c'était Julien qui gérait ça. Moi, je gérais pas trop
Enfin, je gérais pas ça. Après, on en parlait tous les deux, tu vois. Mais oui, à un moment, on s'était un peu reniflé le cul, je crois, avec un acquéreur. Mais on n'avait pas engagé, tu vois, de vraies opérations. Mais il y avait quand même des gens, ouais, qui manifestaient un intérêt pour notre boîte. Tu vois, on avait une magnifique croissance, une super équipe. Mais les discussions, c'était plus, je pense, autour de la vision, si je me rappelle bien. Voilà, je pense que Julien, à l'époque, les premières fois qu'on a abordé le sujet, était pas en faveur vraiment de vendre. Enfin, je pense qu'il avait envie un peu d'attendre. De voir, enfin, ouais, de mémoire, je crois qu'on n'était pas alignés totalement sur ça, les premières discussions. Et puis finalement, enfin, quelques mois, après on a vendu. Mais ce qui a généré mon départ, il y avait, oui, effectivement, cette divergence un petit peu de point de vue, mais pas tant juste sur ce point-là, mais un peu sur le développement et la strate de la boîte. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon périmètre. Donc, la demand, sales, marketing, tu vois, je m'occupais aussi de la presse, des événements, tout ça. Quand on décide de partir, à ce moment-là d'une aventure qui a bien grossi, mais qui va potentiellement continuer de grossir sans toi, se pose la question de rachat de parts, de choses comme ça. Non, en l'occurrence, c'est pas posé la question, parce que du coup, en fait, on s'est posé la question. Moi, je me suis posé la question et on a discuté aussi à l'époque avec mon associé. Il veut pas vendre, tu veux vendre plus / partir. Tu pourrais dire, je te vends mes parts et. Ouais, c'est vrai, mais c'était pas ce point-là sur la vente, c'était pas frontal comme ça. C'était pas je veux, tu veux pas, et voilà. Enfin, c'était juste une discussion sur laquelle, à l'époque, je me rappelle quand tu me demandais quand est-ce qu'a émergé cette première discussion. J'avoue que moi j'étais plus en faveur et Julien un peu moins, mais finalement on a vendu, tu vois, quelques mois après, donc c'était pas tant ça. En revanche, j'étais un peu au bout d'un cycle, se poser la question que je prenne la direction de la supply justement, donc de l'autre côté. Et finalement, it didn't happen parce que moi ce qui me pesait quand même, c'était le déséquilibre dans la relation d'associés. Et je sentais qu'en fait, tout ce qui s'était dit et le décalage entre la valeur que je créais et la valeur que je captais, il y avait une énorme inégalité. Et je voyais qu'en fait, j'étais pas sûre en fait que ce gap, enfin la confiance dans laquelle j'étais, il y a eu un breach de confiance. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en fait que comme on levait pas, on n'avait pas d'événement de liquidité, pas d'événement, et je m'étais dit, en fait, est-ce que vraiment les discussions qu'on a eues, est-ce que je manifeste, est-ce que voilà. Et il y avait ça, et après un désalignement aussi de valeurs, de façon de faire entre nos clients, enfin pour nos clients, qu'est-ce qu'on accepte de faire pour nos clients, pour garder des clients, qu'est-ce qu'on accepte de pas faire, à quel point on est un peu des pirates et des hackers. À quel point we played by the book. La vérité est peut-être parfois un peu entre les deux. Souvent. Mais voilà, il y avait un désalignement là-dessus. Et du coup, après de profondes réflexions, j'ai décidé de partir. Et là, une fois que j'ai annoncé à mon associé que j'avais fait ce choix, là, c'est marrant la vie, mais pour le coup, là, Thomas, tu vas être content, je me rappelle de là où j'étais. J'étais dans une des salles de rue avec mon associé et je lui ai annoncé que j'allais partir. Et là, par contre, il m'a fait un pont d'or. Vraiment. C'est-à-dire que, pour le coup, j'aurais vraiment pu prendre beaucoup plus. Mais en fait, c'était trop tard pour moi à l'époque. J'étais assez... je pense quand j'étais jeune, j'étais vachement droite, tu vois, droite. J'avais ce côté quand même un peu... c'est cassé. Ouais, voilà, tu vois. Même après, j'étais quand même un peu pirate en tant qu'entrepreneur, tu vois. Sens malin, tu vois. Quand on te ferme la porte, tu dis... Enfin, tu vois, c'est jamais... Enfin, non, tu passes par la lucarne, voilà. Dans ce sens un peu sales, sa vie et tout. Mais en revanche, dans l'association, la confiance, la relation qu'on avait construit, en fait, c'était trop tard pour moi. Et il y avait rien qui pouvait rattraper ça. Donc, j'ai décidé de partir. Je suis partie et après il y a eu quelques mois qui se sont passés
Et pendant ces quelques mois, pour le coup, on est resté en contact. Moi, je recevais les documents. Alors, je suivais. Donc voilà, okay. Justement. Vas-y. Donc tu pars et là, il va. En fait, ça va se matérialiser. Vous allez recevoir une offre. Ouais. Mais là, t'es pas aux manettes. C'est pas toi qui vois l'acquéreur. C'est pas toi qui reçois au départ les offres. Ouais. Donc c'est, je pense, peut-être là, c'est la première fois où on a une entrepreneur qui a fait la vente sans la faire. Ouais, c'est marrant. En fait, figure-toi que moi, j'en ai d'autres dans ce cas-là autour de moi. Et du coup, je suis pas mal sollicitée sur ces sujets un petit peu et aussi. C'est un vrai sujet. Ouais, sur c'est quoi t'as la main, sur quoi tu négocies, sur quoi, en fait, de toute façon, faut accepter de lâcher. Ouais. Écoute, j'ai suivi de loin. Franchement, j'ai suivi de loin. Et en fait, comme j'avais déjà pas mal mûri ma décision, la décision de partir, pour moi, clôturait déjà. C'était le début de la clôture de ce chapitre, tu vois. Et c'est comme si finalement la session pour moi, c'était pas l'événement de clôture, mais c'était la cerise sur le c'était la cerise, tu vois. J'ai vécu un peu en décalé. Tu t'es assise sur des trucs, t'as dit il y a des trucs de toute façon je laisse tomber parce que je suis parti, ça y est, l'histoire elle est finie, et du coup bien sûr j'imagine t'as défendu quand même à minimum tes intérêts, mais à un moment donné il y a des trucs sur lesquels t'as dit je vais pas continuer à me battre, quoi. En fait c'est pas ça, non, pas vraiment. Oui, je me suis assise sur certains trucs, mais j'avais quand même aussi, je pense, l'espoir avec toutes les discussions qu'il y avait eu, si tu veux, qu'il y a un rééquilibrage. Et surtout, tu vois, après la proposition qu'il m'avait faite, les discussions qu'on avait eues, tout ça. Donc j'avoue, à l'époque, j'étais j'étais assez naïve, assez insouciante, et j'étais beaucoup dans la confiance quand même. Et même si, tu vois, il y avait un peu un breach et voilà, des divergences et des alignements sur certains sujets, je pense que j'avais toujours un peu cet espoir de me dire, mais non, mais en fait, ça va se résoudre. En fait, sur le papier, en fait, il y a un rééquilibrage qui va se faire, tu vois. Et quand je reçois le premier draft du protocol agreement, quoi, là, je me dis, en fait, c'est ouf, quoi. Il y a pas de rééquilibrage. Et ça a été dur. En l'occurrence, c'est parti il y a quelques mois, donc il s'est pas passé une création de valeur dingue. Non, exactement. Oui, voilà. Et surtout, moi, j'étais quand même sur l'avantage aussi des périmètres que je dirigeais, et c'est que c'était hyper facile de mesurer la création de valeur. Voilà, j'avais des sales, donc là c'était très facile de voir combien de chiffre d'affaires, tu vois. Voilà, chiffre d'affaires et retomber, tu vois, médias et tout, donc ou réseau, tu vois, typiquement là un peu ce que j'avais partagé sous forme d'anecdote, mais donc c'était assez facile en fait de mesurer ça. Donc non, il n'y a pas eu de rééquilibrage. Après oui, donc moi j'ai pris quand même un avocat parce que j'étais pas, je suis pas, voilà, pour savoir quel se baquer, c'est pas ton métier. C'est pas mon métier exactement. Donc j'ai pris un avocat qui m'a effectivement dit qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc dans les trucs qui n'allaient pas. Ouais, voilà, parce que elle va pas te dire ce qui va pas, c'est le pourcentage. Elle va rentrer l'avocate. Ah, c'est un mec. Alors lui, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Son sujet dans ce qui va pas, c'est pas le montant ou le pourcentage de part, c'est dans des détails du deal. Ouais. Pour toi. Ouais, c'est des détails. Il y avait aussi, il y avait quand même ce sujet-là de se dire, est-ce que c'est possible de récupérer des parts? Donc il y a quand même ce sujet qui était sur le tapis, clairement. Et après il y avait des trucs effectivement qui étaient pas normales, notamment tu vois la gap. Il y avait un sujet sur la gap avec lequel moi j'ai demandé qu'elle saute. Pour toi? Oui, puisque t'étais plus dans la boîte. Non, pour moi et. Non. Attends, plus dans la boîte, et puis en termes de ownership c'est pas possible. Il y avait ça, et j'ai demandé aussi pour nos salariés qui avaient les BSPCE. Ouais. Je trouvais ça, et là c'était encore. Faire peser sur une gap, voilà. C'est pas possible. Voilà, ça c'était pas possible, c'était pas acceptable. Ouais. Donc voilà, ça c'était c'était un des sujets de négociation dont je me rappelle, et après. Ouais, voilà, franchement, le reste. Après, ça, c'est le jeu du côté acquéreur, de négocier un max. Mais ça, je fais tout à fait confiance, pour le coup, à
à mon ancien associé, d'avoir très bien géré ça. Ouais, côté acquéreur, ouais. De toute façon, tu le sais, on est curieux et sens-toi libre de pas me répondre ou me dire que même je ne veux pas répondre. Mais dans cette question avec ton associé, tu vois sur le pacte que il y a le désalignement que tu redoutais ou auquel tu ne pensais plus. Bref, mais il est là. Première réaction, c'est j'appelle l'avocat. J'appelle l'associé. Si c'est l'appel à l'associé, comment t'arrives à poser le truc pour pas que ça parte en vrille, en cacahuète, mais poser le sujet de manière la plus neutre et en même temps défendre tes intérêts. Et j'ai une autre question très personnelle que je te poserai après. Franchement, je me rappelle plus dans quel sens j'ai fait quoi. En revanche, je me rappelle que j'avais verbalisé à mon associé, je lui avais écrit une lettre. C'est ton truc, ça. Non, mais je sais pas. Cher associé. Non, mais tu vois, ça permet de... Alors, c'était peut-être un mail, je dis une lettre, mais bon, c'était parce que c'était, tu vois... Écrit. Formalisé. C'était formalisé, mais en tout cas, non, mais je trouve que c'est écrire. En tout cas, c'est une belle façon, parfois, de poser, tu vois, ce que l'on ressent. Et puis de mesurer ensuite. Voilà, et de mesurer, tu vois, exactement, poser mesurément, tu vois, parce qu'à l'oral, parfois, t'es pris dans un tourbillon émotionnel, alors que l'écrit, tu peux relire, tu peux faire relire aussi par quelqu'un d'autre, par un proche, une proche. Donc ça te permet de choisir tes mots. Voilà, tu peux choisir et tout. Donc ça, je lui avais écrit, mais je sais plus dans quel ordre. Franchement, je sais plus dans quel ordre c'était. Pour répondre à ta question, Thomas. Et c'est pas grave, peu importe l'ordre. Mais j'avais parlé avec les deux, avocat et mon associé. Ouais. Et le retour se fait facilement, c'est entendu. Il y a des choses que tu vas réussir à obtenir et je te pose toutes les questions et tu me diras bien ce que tu veux me répondre. Mais je pense que ça intéresse plein de gens qui sont confrontés à des sujets comme ça, de comment tu renégocies après coup un contrat qui, en tout cas, ce qui est écrit, c'est écrit et tu peux pas, donc comment tu vas chercher le reste. Et est-ce que tu discutes de ce sujet-là avec des sujets en mettant des éléments humains dans la balance, ou est-ce que tu as aussi des vrais leviers de négo avec toi? Ouais, alors, est-ce que ça a été entendu? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Ça n'a pas vraiment été entendu. Enfin, la seule fois où ça a été entendu, c'est au moment où j'ai dit que je partais. Et quelque part, il y a eu là un pont. Donc ça aurait été l'opportunité à ce moment-là de figer des choses. Mais tu sais quoi, je regrette rien. Ça s'en fait pas le match. Parce que j'ai pas de regrets en fait. Ouais, j'aurais touché beaucoup plus d'argent, c'est clair. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais en fait, je suis restée... alors je vais dire en anglais, pardon, mais true to myself. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir eu cette capacité, tu vois, aussi jeune aussi, tu vois. Et bon, et après aussi, il y avait le contexte était différent, tu vois, j'avais pas d'enfant, j'avais personne à charge, j'avais la vie devant moi, j'étais là en mode, c'est pas grave, moi, de toute façon, cet argent, je le ferai ailleurs, tu vois, enfin. Et puis, donc voilà, mais oui, j'ai obtenu, en revanche, effectivement, que la gap saute. Et après, je sais plus. Mais la gap, c'est un truc on peut venir rechercher et donc enlever. Mais alors si, parce que moi, ça me faisait quand même, et je sais que mon avocat, à l'époque, j'avais réussi à obtenir quelques pourcentages supplémentaires. Et je sais plus si c'était en faisant sauter la gap. Franchement, je suis désolée, je me rappelle plus du mécanisme juridique exact. Mais oui, en tout cas, il avait trouvé un truc pour que je récupère quelques points. Donc ça, oui. Voilà, et après, pardon, ta question, Sacha, c'était... Non, est-ce que tu avais des... les leviers. En dehors de... On s'était dit ça, en dehors de la parole donnée, en dehors de ces choses-là, est-ce que tu avais des leviers de négo ou peut-être t'en avais, mais t'as pas voulu les utiliser, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, tu peux peut-être... alors toi tu voulais vendre, t'étais même celle qui était au départ la plus motivée pour vendre, mais tu peux à un moment donné bloquer la vente. Mais c'est ce que je crois, il me semble que je sais plus si c'était mon avocat ou moi-même qui avait à un moment, je crois qu'on avait adopté cette posture de dire on signe pas si ça c'est pas modifié.
Bah oui. Donc ce qui revient effectivement à bloquer la vente. C'est un vrai levier, hein, ouais. Donc c'est effectivement un levier. T'étais prête à aller jusque-là? Aller jusque-là, c'est-à-dire vraiment le faire? On vend pas. Je sais pas, franchement, je sais plus si j'étais aussi déterminée que ça à l'époque, mais en tout cas, je crois qu'on avait utilisé cet argument. Et là, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui le fait à ta place. En l'occurrence, l'avocat. Ouais, carrément. Ouais. On avait utilisé cet argument et après, je pense que tu vois, aujourd'hui, avec l'expérience et tous les cas que j'ai vus, parce que j'en ai vu des tonnes en ayant été investisseur, tu vois, avec un portefeuille de 60 boîtes, beaucoup de potes entrepreneurs, d'autres expériences entrepreneuriales à mon acquis. J'ai vraiment un bon panel. Ouais, aujourd'hui, je pense que j'aurais d'autres conseils à la Marjo de 20 ans. Ouais. Je pense que j'utiliserais d'autres leviers, ouais. Tu penses à quoi? Je pense des leviers réputationnels. Je pense que j'aurais utilisé aussi quelqu'un d'autre qu'un avocat. Tu vois, un mec du marché un peu senior. Je sais pas, en fait, tu vois, j'ai d'autres idées comme ça qui m'aiment comme ça, mais ouais, je pense que j'aurais peut-être justement... tu vois, ce que je demandais, c'était finalement pas tant que ça. Ouais. Par rapport à cet argument, j'aurais demandé plus. Ouais, je pense que j'aurais mis plus de gens autour de la table. J'aurais changé le système, en fait. Tu vois, je sais pas si vous connaissez un peu la systémique, mais du coup, j'aurais plus modifié le système pour faire bouger, tu vois, l'échiquier. Les plaques. Et je pense que voilà, il y avait d'autres leviers. Et il y en a des leviers. Ouais. Ça me fait penser que je veux pas du tout spoiler le truc, donc j'aurais une question pour plus tard, pour la vie d'après, à ce sujet-là, mais on se rappellera que c'était lié à cette partie-là de la discussion. Et ben moi, à ce que tu as dit au début aussi. Mais après, j'ai fait beaucoup de choses à pas oublier là. Mon cerveau, c'est pour moi-même. Okay. Note pour moi-même. Et tu te rappelles le truc qu'on ne devait pas oublier? Non. Voilà. C'est là tout doux comme ça. Ouais. Non, mais après, je reste fière, tu vois, des achievements que j'ai réalisés. Enfin, tu vois, aujourd'hui, puis c'était une belle... Tu l'as dit, jeune, très mature. Dans les réactions, la gestion de tout ça, malgré tout, tu vois, on peut refaire le match, mais je pense que j'ai fait au mieux de ce que j'étais capable de faire avec les armes que j'avais à l'époque. Voilà, et tu vois, et c'est aussi comme ça qu'on apprend, parce que je veux dire, s'il y avait que des succès, il y aurait aucun apprentissage, aucune évolution, et donc c'est ça qui est chouette aussi, tu vois. C'est ça qui t'a permis d'évoluer aussi par la suite dans ce que tu vas nous raconter après, tu vois. Alors là, je vais être sur du très très personnel et vraiment sens-toi libre de me dire Thomas, t'exagères. C'est des questions qui me viennent. Non, mais tu l'as dit, vous connaissiez parce que vos mamans étaient potes. Ouais. À quel point tu préserves cette amitié entre mamans qui veulent pas savoir c'est vos affaires de taf et d'associés, ou est-ce que c'est le genre de truc qui crée soit des non-dits, soit des conflits? C'est une bonne question. Franchement, j'ai un peu fait un blackout là-dessus. Ok. En fait, tout ça autour, enfin, tu vois, oui, bien sûr, nos mères étaient au courant. Dans quelle mesure elles prenaient parti, j'en sais rien. Ce qu'elles se sont dit, je crois qu'on les avait pas vraiment impliquées. Enfin, elles le savaient, mais franchement, je m'en rappelle. Je m'en rappelle pas. J'ai un peu un blackout parce que ça a été très dur pour moi. J'étais très triste. Très déçue de la tournure qu'ont pris les choses en sens relation humaine. Et là, je parle pas des achievements business. Non, là, on parle d'humain. Là, je parle d'humain. Et très triste et très déçue. Et à l'époque, j'ai même ressenti de la colère, de la frustration. De la trahison. Que voilà. Et après, bon, maintenant, tu vois, il y a prescription, c'est loin, mais ouais, c'était dur. J'étais jeune. Je faisais entièrement confiance à mon associé. Il avait toute ma confiance. Et moi, je m'occupais de dérouler. Tu vois, j'étais tellement focus sur le faire. Et en plus, je pense que sur le faire avec un niveau d'exigence qui était énorme. Enfin, tu vois, c'était des années où je dormais, mais je sais pas, 4 heures par nuit. Je bossais comme une folle. Enfin, cette boîte, c'était mon bébé. Je travaillais. Et j'adorais ce que je faisais, hein, je veux dire, mais j'avais un niveau d'implication, d'investissement, et tu vois, avec le recul que j'ai aujourd'hui, de voir en fait d'autres associations, d'autres fonctionner et tout,
J'ai aussi la capacité d'évaluation, tu vois, entre guillemets, de ce que ça valait, tu vois. Voilà. Bon, après le gros learning, c'est comme un mariage. Hein. Tu prévois tes clauses de divorce quand tout va bien. C'est plus facile que d'arriver de rien avoir écrit avant. J'accélère. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu des learnings pour ça, pour les gens qui écoutent ou pas? Bah ouais. Ouais, vas-y. Ok. Ouais, mais ça, je pense, tu vois, ça, c'est un des gros learnings, c'est-à-dire mettre de l'intentionnalité dans la relation que tu veux créer avec ton associé. Donc maintenant, enfin, il y a des boîtes qui font ça très bien. YC, Entrepreneur Fast, des questionnaires déjà alors, avant de s'associer. Ouais. Donc tu vois, en fait, je pense que c'est cool. Moi, je recommande beaucoup à des founders qui sont en phase d'association de prendre le temps, en fait, de faire ces meetings, de faire ces questions et tout. T'as des coachs de groupe aussi qui te font parler, qui cherchent l'alignement ou le désalignement, et autant le savoir très vite. Ouais, t'as ça. Donc voilà, et tout au long de la relation, je trouve qu'il y a effectivement l'association, mais en fait, il y a tout au long, c'est-à-dire qu'en fait, on évolue. Donc en fonction de la durée de l'aventure, et ça peut bouger en fait. En fonction de c'est fine. Voilà, de où t'en es dans toi personnellement, t'as des enfants, t'as pas d'enfants, tu fais un burn-out, tu fais pas de burn-out, tes envies, tes besoins, là où t'en es dans ta vie. Au sein de la boîte. Parce que des fois tu peux changer dans la boîte, changer de rôle. Ouais. C'est comme dans un couple. Hein. Enfin, en vrai, tu évolues et tu peux avoir un alignement au départ, et cet alignement il peut se très divergent au fur et à mesure, quoi. Et ça, je pense que d'avoir un rendez-vous, en fait, qui est pas genre une bière, en fait, à la sortie en mode, vas-y, viens, on va prendre une bière, et parfois les sujets pop-up. En fait, je trouve de mettre de l'intentionnalité, de caler un rendez-vous. Et ça oblige à se poser les questions avant pour arriver avec des choses à partager, même pour soi-même, hein, pas que vis-à-vis de l'autre. Exactement, de faire ce petit point, de faire ce meeting, de cette date. Tu vois, tu fais ta date, en fait, où tu dis, OK, là, t'en es où? Est-ce que t'es toujours OK avec le périmètre que tu gères dans notre association, d'en parler? Et tu vois, il y a un truc, tu parlais de couple, qui est intéressant, qui s'appelle le Conscious Relationship Design, et qui a un peu un frame de travail qui est pas mal sur le couple, mais qui est vachement applicable, en fait, en termes business, qui, je trouve, est un bon cadre de travail pour la relation d'association. Moi, j'aime bien ces choses-là, mais en fait, dans la réalité, il y a pas mal de gens qui, en fait, acceptent pas vraiment qu'on tourne, tu vois, veulent pas forcément. Tu peux avoir des associés que tu trouves qui sont très bien, qui sont des gens très bien, etc., mais qui n'ont pas vraiment envie de se livrer, tu vois. Ça arrive aussi beaucoup, quoi. Tu vois, sur les intentions profondes, ou qui n'ont même pas envie eux-mêmes de faire le travail, de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Tu vois, de s'avouer ce qu'ils veulent vraiment. Ouais, mais alors ça, c'est leur problème. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais du coup, ça marche pas tout le temps. Ouais, mais si toi, en tant que CEO, tu crées l'espace, en fait, avec tes associés, pour leur donner la possibilité à ton CEO, ton CTO, en fait, en fonction de se livrer, d'en parler, de savoir si c'est toujours OK. Après, s'il y a l'espace, et que la personne ne livre rien, et en fait ne fait pas ce travail aussi de savoir, elle, quels sont ses propres besoins, j'ai envie de dire, too bad for her. Tu vois, pour toi aussi, en fait, pour les deux. Bah ouais, mais en fait, là, elle peut pas te reprocher, si tu veux. Elle peut pas revenir en disant, mais attends, c'est pas faire. Non. Mais en fait, t'as jamais exprimé que c'était pas faire, et je t'ai pourtant donné l'occasion de le faire. Oui. Tu vois. Oui. En fait, il y a ça aussi. Il y a de ça aussi, tu vois. Oui. Bon, mais je profite de ce moment pour dire que t'as beaucoup évolué, Sacha, et que j'aime beaucoup l'homme et le co-animateur que tu deviens. Il faudrait qu'on fasse un moment, parce que je sais pas si on est complètement alignés. Attends, je remonte ton siège. Voilà. Merci pour le partage. Ce que je veux bien, c'est qu'on avance dans l'aventure. C'est vendu. Normalement, ce passage-là, c'est le moment où l'entrepreneur est encore dans la boîte qu'il a vendue, et chez le repreneur, donc en fait est chez lui sans être chez lui. Donc cette phase-là, tu vas pas l'avoir chez Prisma. Donc on va plutôt parler, parce que ça, tu le disais, ça fait un moment cette aventure et cette session. Donc on va parler de ta vie d'après. Je sais pas quel temps tu t'es donné entre cette fin d'histoire qui se clôture là et le projet d'après, et comment t'as vécu toute cette phase-là. On le raconte avec, a priori ça s'est plutôt bien passé. Philippe Catherine la banane. Plus jamais
travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever. Alors, il y a deux manières de l'apprendre. Soit t'es dans un moment what the fuck et en fait tout va bien, c'est la pêche, t'as la banane. Soit c'est là, c'est dans le dur. Je veux plus bosser, je veux plus rien. Non, en vrai, c'est plus nuancé que ça. Non, alors, ouais, j'étais un peu en mode bah les couilles, quoi. Tu vois, j'étais en mode genre laissez-moi tranquille, en fait. J'ai taffé comme une chienne pendant des années, quoi. Enfin, vraiment. Et comme j'ai expliqué, enfin, tu vois, les week-ends, les soirs, c'était ma life et j'étais avec mes clients, tu vois. Donc, c'est un peu différent d'ouvrir son ordi, tu vois, d'être chez soi. Moi, j'étais vraiment constamment avec mes clients. Et en fait, j'avais envie qu'on me laisse manger ma banane, quoi. Si je peux me permettre, et si tu veux, je crois qu'on a des bananes là-bas à la cuisine. T'étais non-stop avec tes clients, tes collaborateurs, etc. Tu disais, je dormais 4 heures par nuit. Les entrepreneurs qu'on soit à ce micro, au moment où d'un coup, il n'y a plus rien dans leur agenda, leur téléphone sonne beaucoup moins, alors certains le vivent vraiment, vraiment pas bien. Alors moi, j'étais trop contente. Franchement, moi, j'étais contente d'avoir, en fait, de me retrouver. En fait, j'avais l'impression, mais tu vois, aussi avec tout ce qu'on s'est dit et tout, que je m'étais un peu oubliée. Tu vois ? Je m'étais en chemin, je m'étais oubliée, en fait. C'est-à-dire que j'avais mis la boîte avant moi. Mais pas dans le sens positif, parce que mettre le collectif avant soi, tu vois, quand le collectif te tire, que là... là, tu veux dire au détriment de toi. Ouais, voilà, c'est au détriment, c'est-à-dire que c'est au détriment de moi. Je m'étais oubliée, quoi. Et j'avais même pas, enfin voilà, j'avais pas forcément, tu vois, step up for myself au moment où tu vois, j'aurais dû, mais bon, j'aurais dû. Ça fait un peu injonction, mais en fait, j'ai fait comme je pouvais, je pense, tu vois. On fait tous comme on peut. Tu vois, au moment, enfin, tu vois, à l'âge que j'avais, comme tu parlais tu vois, de personnes, parfois, le temps de processer aussi tes propres besoins, parce que parfois, t'es pris dans le quotidien. C'est pour ça que ce pas de recul, tu vois, l'intentionnalité, cette clarté, ça fait écho à la chanson du début. Tu vois, maintenant, je mets vachement ça dans ma vie et dans la vie des gens que j'accompagne. C'est l'intentionnalité. Genre, tu vois, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on garde de la vista, qu'on garde de la hauteur. Tu vois, un bon entrepreneur, c'est aussi qui va loin, je parle, tu vois. Et qui est bien dans sa vie, dans ses pompes. C'est aussi cette capacité, tu vois, d'aller dans l'opérationnel et de prendre du recul et d'être toujours sur le cap, la vision, de cette hauteur, tu vois. Et donc j'étais crevée, j'étais éclatée au sol. Franchement, j'étais naze. Voilà. Mais après, comme j'étais encore jeune, très jeune quand même, j'avais encore j'avais quand même de l'énergie, tu vois. J'étais pas capoute. Je pense que ça aurait pas été la même chose, tu vois, à 35 ans. Ça aurait pas été la même chose. Donc j'étais fatiguée, mais j'avais envie, j'étais dans un retour à moi. Donc je suis partie traverser la Mongolie à cheval, seule. Avec un guide quand même, j'espère. Ouais. Quand je dis seule, je veux dire, je suis pas partie avec des amis ou la famille, quoi. Mais oui, et avec clairement. un cheval. Voilà. À la Sylvain Tesson, tu vois. Non, mais je suis partie. En fait, j'avais besoin d'ailleurs. Tu vois, je suis partie. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait des trucs un peu wild comme ça, tu vois, des retreats. J'ai fait plein de trucs. Franchement, j'ai fait plein de trucs. Et c'est cool. J'ai expérimenté plein de trucs. Je me suis retrouvée. Je me suis reposé les bonnes questions que je me posais plus. Je m'étais pas posée. Qu'est-ce que je veux, pourquoi? Ouais, exactement. Où je veux aller, comment, avec qui, bien sûr tous les learnings que j'ai tirés. Voilà. Et après, j'ai quand même vite eu un nouveau projet en tête. Voilà. Donc j'ai réentrepris.
rapidement quand même, dans un projet totalement différent de mon précédent, qui était donc j'ai créé une maison de pâtisserie-biscuiterie, donc vraiment aucun rapport. Donc je suis revenue en fait à une passion qui est la bouffe. Bon après c'est pas toujours la bonne idée de bosser dans sa passion, hein, voilà. Il y a deux autre learning. En tout cas, il y a des passions qu'il faut bien grossir. Hein. Non mais c'est ça, c'est un risque, le stock. Ouais, mais alors là pour le coup, c'était un concept, tu vois, mon rêve, c'était de créer un Ladurée ou un Pierre Hermé en version LC, tu vois. Donc, rayonnement de la France, produit physique, proximité, tu vois, voir le client, avoir ses retours en direct, créer un produit physique, expérimenter aussi. Et là encore, t'es dans des sujets d'excellence. Voilà, excellence et supply chain, tu vois, genre, je me suis dit, la complexité, tu vois, le côté tech était un peu différent, c'est un peu de la physique-chimie, tu vois, parce qu'on avait réduit les sucres, les matières grasses, on limitait les allergènes. Donc, c'était là, pour le coup, mauvais time to market, on était hyper pionniers, c'était, tu vois, en 2014 que j'ai eu cette idée. 2015, 2014, ouais, enfin par là. Et donc, tu vois, c'était hyper pionnier, mais trop tôt. Et du coup, il y avait un côté tech aussi dans cet aspect-là, Medif, tu vois, qui revêtait notre forme. Marjorie, le temps filant, est-ce que tu m'autorises à ne pas développer trop sur cette aventure carrément. entrepreneuriale, parce que j'aimerais bien qu'on finisse aussi sur d'autres sujets, et te proposer de revenir pour vraiment faire un focus là-dessus dans notre format. Ouais. Tu m'autorises? Ouais, je te Et tu me dis oui? Oui, je te dis oui. Eh ben allez, c'est dans la poche. C'est un deal. Moi aussi, je négocie bien. Hein. C'est bien. Et c'est pas cher pour le coup, mais ça a beaucoup de valeur. Donc, il y a cette aventure entrepreneuriale qui va durer... Alors là, qui va durer combien de temps? Ah, ok. Non, mais tu m'as dit j'ai compris, pas Ardisson. Non, pas Ardisson. Non, c'est juste pour qu'on projette le timing. Non, là, j'ai fait une Ardisson, elle m'a regardé. Non, tu finis tes questions, mon gars. Non, mais c'est vrai que maintenant, je suis dans un job où j'écoute beaucoup les autres. Et donc, du coup, je suis plus en posture d'écoute que de parler quand j'étais entrepreneur. Donc, c'est vrai que maintenant, si on me pose pas vraiment une question, bam, ça sort pas tout de suite en mode j'enchaîne, tu vois. Attends, c'était quoi ta question, putain? Juste combien de temps ça a duré cette aventure pour qu'on prolonge? Ça a duré, je sais pas, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, je fais la fin sans tout le contexte, et donc tu viendras raconter. Ouais. Tu vas clôturer cette aventure. Ouais. Et très vite, tu décides de passer à autre chose. Ouais. Ou pareil, ce coup-ci, tu te laisses à nouveau un autre temps. Ouais. Donc là, j'avais en gros une bonne dizaine d'années entrepreneuriales dans les pattes. J'étais passée par une boîte bootstrap. La deuxième boîte, j'avais levé des fonds. Une successful, une plus compliquée, dont je parlerai plus amplement une prochaine fois. Et là, je fais un gros burn-out. Après ces 10 années. Je suis... C'est quoi, en fait? C'est la relâche de... C'est, je pense, une forme de décompensation. Tu vois. Moi, j'ai pas vécu ce truc que tu décrivais, genre plus de coups de fil et tout. Moi, jamais mon téléphone qui, j'ai pas eu ce côté vide, tu vois. C'était plus genre qu'est-ce que je vais faire, plus se poser des questions là-dessus, mais tu vois, en termes d'entourage, c'était pas le sujet. Mais non, en fait, il y a eu effectivement beaucoup de fatigue. Ma deuxième expérience a été très dure pour le coup opérationnellement. J'ai été maman. J'ai une grossesse sur le deuxième trimestre un peu compliqué, j'étais alitée et tout, donc j'avais toujours ma deuxième boîte, donc conjuguer les deux, ça a pas été facile. Complexe, ouais. J'ai perdu ma grand-mère aussi à ce moment-là, et j'ai eu un souci de santé, et donc il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et ce cumul d'épreuves a fait que j'ai un peu sombré, donc là, j'ai pris du temps off. Mais c'est ce que j'avais fait aussi après Gideon. À chaque fois, j'ai pris du temps off après mes boîtes. Mais pour le coup, là, c'était un peu plus subi, on va dire. Il fallait que je prenne du temps off. Mais je voulais, mais aussi j'avais pas trop de choix. J'avais pas trop de choix. Tu voulais, mais il fallait. Voilà. Et du coup... Qu'est-ce qui te fait taper au fond de la piscine pour remonter
Je pense, non, mais c'est ce cumul. Après, je me suis, je pense, reposée, tout simplement. Je me suis reposée, j'en ai beaucoup parlé, ça m'a fait du bien. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à un psy, j'en ai parlé autour de moi, quoi. On en parlait tout à l'heure, Marjorie, tu vends une boîte, tu crées une boîte, tu la vends, tu recrées une boîte, tu la plantes, tu l'amènes pas là où tu voulais. Ou, autre option possible, tu fais ta première boîte, tu la plantes, tu fais la deuxième, tu la vends. On connaît des entrepreneurs dans les deux sens. En l'occurrence, dans ton aventure et ta trajectoire, énorme succès sur la première. Il y a toujours des nuances que tu as évoquées tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Non, mais bien sûr, businessment parlant, t'as raison, c'est un énorme succès. Il n'y a pas de sujet. C'est un super succès. La deuxième va pas au bout comme tu le souhaites. Est-ce qu'il y a un peu le côté un partout balle au centre, en fait, à se remettre complètement en question? Je sais pas, je vois pas les choses comme ça. J'ai pas cette vision. Je vois plutôt la vie comme une continuité et une succession d'événements. Et en fait, la façon dont tu gères, reçois et évolues. Je sais pas, genre, tu vois, tu passes des niveaux un peu comme dans un jeu vidéo. Tu vois, tu passes des niveaux de conscience. Et ce que tu apprends, en fait, c'est ce qui fait que t'es plus fort, tu te connectes que tu te rapproches de ce que t'as vraiment envie d'être, tu vois, et que tu t'affranchis un petit peu de toutes ces couches. J'aime bien l'image de l'oignon qui est assez connue, mais tu vois, ces couches de conditionnement, d'injonction, d'interdiction. Et il faut les retirer. Tu vois, de narratifs, de croyances limitantes, et on en a plein. Et je t'assure que quand tu les regardes en face, c'est fou tout ce que tu trouves, tu vois. Et en fait, souvent, tu fais des choix depuis. Ouais. C'est pas blessé et conditionné, tu vois. Et donc, je pense que plus tu montes en niveau dans ton jeu vidéo, dans ta vie, plus tu te rapproches un peu de choix souverains et d'intentions et de décisions claires et dénuées alignées avec toi-même. Ouais. Je suis obligé de poser ma question. Je vais pas attendre la fin pour la poser parce que on tourne encore plus ou moins autour de ça et c'est un truc que j'ai en tête depuis vraiment le début de notre échange. Tout à l'heure, tu as dit, je sais plus comment tu as prononcé la phrase, mais enfin comment la phrase exacte, mais en gros, tu as dit maintenant je suis plus entrepreneur. Ouais. Je l'étais, voilà, je suis plus entrepreneur et ça me c'est marrant, ça m'a choqué. Et ça t'a perturbé. Ça m'a choqué. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est pas tout à fait le cas. Mais, ça m'a choqué. Alors, ça m'a choqué au début. Et bien sûr, d'autant plus, quand je t'écoute parler, je me dis, en fait, il y a une première phase où tu vis une hyper-croissance, excellence opérationnelle, t'apprends plein de trucs, mais on va dire d'un point de vue, t'es pas encore vraiment une femme d'affaires, dans le sens où, tu vois, les sujets d'association, de deal, de trucs comme ça, tu maîtrises moins bien, tu as moins de recul que tu en as aujourd'hui. Ouais, je t'arrête, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Ouais, non, d'accord. Pas du tout. Je pense qu'en fait, tout ce qui touchait à ma personne, en fait, mais était effectivement un sujet. En fait, je défendais pas mes intérêts, mais par contre, en termes d'affaires, je peux dire que les contrats que je négociais avec les clients, ça c'était béton, quoi. Non, c'est parce que donc, tu vois, c'est pas ce que je voulais dire dans son. Alors peut-être le mot était pas bon. C'est tu vois, par exemple les sujets M&A, ces sujets-là, t'avais beaucoup moins de recul là-dessus. Ouais, mais est-ce qu'un homme ou une femme d'affaires se résume à cette période, enfin tu vois, à la capacité à merger ou à être acquire, quoi? Je sais pas. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui. Je veux pas, c'est pour ça que je voulais pas spoiler la suite. Je te challenge. Non, mais c'est moi. Non, mais t'as raison. Très à l'aise avec le fait d'être challenge. T'as raison parce qu'il faut que je précise un petit peu ce que je voulais dire par là. Mais c'est que, en fait,
tu parlais de passer des caps aussi. Tu as aussi passé des caps en termes de skills, du business, de l'environnement du business. Tu vois, aujourd'hui, tu es capable, tu parlais des entrepreneurs que tu accompagnes aujourd'hui, puis tu vas nous en dire plus après, mais tu es capable de leur donner des très bons conseils parce que tu as vécu des situations, tu as fait un certain nombre d'erreurs, que ça soit sur la boîte qui a bien marché ou sur celle qui a moins bien marché. Et ça, c'est des énormes learning pour toi. Et tu les as, je pense, beaucoup extraits, beaucoup conceptualisés et verbalisés dans ta vie d'après, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais et de ce fait, je reviens à mon truc de début, de ce fait, aujourd'hui, tu as décidé, tu es très jeune encore, tu as décidé de plus être entrepreneur. En tout cas, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, en tout cas, je suis plus, ça y est, je suis plus entrepreneur maintenant. Et voilà, là, c'est moi qui te challenge, ça me choque. Ouais, c'est canon que tu piques on that. Ouais, alors, donc, je pense que ça dépend de ce qu'on met derrière entrepreneur, déjà. Moi, j'avoue que j'ai dit ça, pourquoi mais franchement, tu vois, en t'écoutant rebondir là-dessus, je me pose la question de, finalement, est-ce que, tu vois, quand j'ai dit je suis plus entrepreneur, mais alors je vais te donner le derrière de quand j'ai dit ça, qu'est-ce que j'entendais par là. Je suis plus entrepreneur dans le sens où, effectivement, j'accompagne des founders maintenant, donc je mets vraiment toute cette expérience que j'ai acquise au service de fondateurs pour les faire grandir. Pour justement qu'ils s'alignent, qu'ils restent intentionnels, qu'ils prennent cette hauteur et qu'ils réussissent à scaler la boîte à hauteur de leurs ambitions. Maintenant, je me sens pas entrepreneur dans le sens où j'ai plus d'équipe, tu vois, à gérer. En fait, je suis pas dans une structure où j'ai plus d'équipe à gérer, d'actionnaires à gérer, de board. Mais après, oui, si tu veux, je ferai une distinction. Je trouve que j'ai une âme d'entrepreneur parce que en fait, tous les 5 ans, je me suis réinventée. Tous les 5 ans, je me suis réinventée, mais totalement. Soit j'ai monté une boîte dans un autre domaine. Enfin, je suis quand même passée des médias à la bouffe. Et après, je suis passée dans l'investissement. Enfin, donc ça, c'est vraiment, donc c'est un processus créatif. Et j'entreprends dans le sens où je crée, je build. Du coup, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis que je suis plus entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas la pression et la charge mentale d'un dirigeant de boîte que j'avais que j'avais à l'époque et tu vois, les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui. Oui, non mais ouais, parce que pour moi, entrepreneur, c'est presque une condition, tu vois, tu vois, c'est presque encore plus fort que ce que je vais dire. C'est comme si, voilà, c'est comme une religion. T'es chrétien, puis puis il y a une période où tu vas pas à l'église parce que je sais pas, t'aimes pas le curé ou je sais pas quoi. Voilà, mais tu restes croyant, tu restes aligné avec tes valeurs, avec ce au quoi tu crois, tu vois. Et je me dis, l'entrepreneuriat, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que dans 3 ans, tu remontes pas une boîte avec encore plus de personnes que dans la première boîte, quoi. Attends, super transition. T'as la question en entier, mais par contre, moi, je gère super bien mes rubriques. Et là, je me suis fait un peu dépasser. On envoie le son avec Doja Cat, Boss Bitch. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Alors, au-delà de découvrir une aventure entrepreneuriale, je découvre une femme entrepreneur où je me dis, ça doit être sympa de faire des soirées avec elle. Voilà. Ouais, j'essaie de proposer une sélection musicale un peu large, tu vois, avec des trucs avec des trucs un peu rigolos. Voilà, je me suis dit, allez. Qui nous a mis Pirouette Cacahuète ? Bon, je ne sais pas. On nous l'a mis en tout cas. Ça me bug. Pardon. Donc la question de Sacha, qu'il t'a posée avant que je lance, sur qu'est-ce qui t'empêche de monter une boîte aussi grande ? Qu'est-ce qui fait que voilà, parce que ouais, t'es pas aujourd'hui t'es pas, j'ai envie de dire, t'es pas patronne.
tu vois, t'es pas CEO, tu te lèves pas tous les matins pour aller diriger ta boîte opérationnellement, etc. Mais entrepreneur, tu l'es. Enfin, je vois. Enfin, après, je veux bien que tu me contredises, hein, mais. Non, mais en fait, non, mais c'est vrai que oui. Enfin, quand je t'entends dire ça et je t'entends définir pour toi ce qu'est un entrepreneur, effectivement, je dirais oui, je suis entrepreneur dans l'âme, clairement. Enfin, la façon dont tu l'as décrit, on peut dire que je reste entrepreneur. Mais c'est vrai que moi... T'es une entrepreneur en pause, si tu veux, hein, comme ça on met tout le monde d'accord. Non, mais c'est vrai que j'associe, mais c'est peut-être, tu vois, après c'est toujours les définitions qu'on met derrière les mots, les concepts et tout, mais c'est vrai que j'associe comme, en fait, mes clients aujourd'hui sont des entrepreneurs et je vois, en fait, la charge mentale qu'ils ont, le nombre d'enjeux complexes à gérer et tout. C'est vrai que du coup, je me sens assez éloignée de ce contexte en ce moment. Mais pour autant, ce que tu décris, c'est un peu la philosophie. Quelque part, tu vois, l'entrepreneur comme une philosophie, un espèce de label, un peu genre comme Maître Bouddha, enfin, je sais pas, très différent d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça vient comme ça, aucun rapport. Mais j'ai fait une méditation il y a pas très longtemps. Voilà. Avec d'ailleurs un mec incroyable qui est genre le méditateur de genre Sam Altman, plein de gars, méga AI trendy at the moment, mais fais gaffe quand même. Hein? Fais gaffe quand même. À quoi? Non, parfois ça plane un petit peu. Coupé. Anyways, non mais oui, pour répondre à ta question, si définie comme ça, effectivement, je continue d'entreprendre dans ma vie où je prends je prends ma vie en main, parce que dans l'entrepreneuriat, ça, je crois que l'étymologie, c'est prendre, il y a un truc genre entreprendre, c'est prendre sa vie en main aussi, et donc je prends ma vie en main et je crée et je build, donc ça, je continue de le faire, ouais. Voilà. Trois rapides sujets, parce que vraiment là, on est sacrément en retard sur nos agendas respectifs. Je sais qu'on a tous décalé des rendez-vous, mais celui d'après ne sera pas décalable. D'ailleurs, il est pas content. Trois choses rapides. Je voulais juste, petite parenthèse sur ta période VC, dire que t'avais bien misé sur Mistral. Ouais, voilà, c'est dit comme ça. Okay, si tu veux rajouter un commentaire, tu peux. Mais on fait quoi? Non, mais après il y a plein d'autres belles boîtes. Non, franchement, j'ai cité Mistral parce que c'est vrai que Mistral est très médiatisé parce que c'est un des fleurons français, mais non, il y a plein d'autres belles boîtes dans lesquelles on a investi. Je sais que t'es une des VC qui a fait des bons retours sur investissement. J'ai entendu dire. Ah bon? Voilà. Ça se sait. Ça se sait. Je voulais aussi qu'on parle de rapidement, on aurait pu faire 10 heures cet épisode, et avec plaisir. Parler de patrimoine, du rapport à l'argent, de l'investissement plus personnel. Toi, t'as été face à une rentrée d'argent importante, très jeune. J'ajoute à ça, et là peut-être je me ferai bâcher, mais que on dit beaucoup que les femmes, les hommes n'ont pas le même rapport aussi à l'argent. C'est peut-être faux, j'en sais rien. On n'a pas, Sacha me confirme il y a 50 nuances de gris pour moi. Voilà, il y a 50 nuances d'hommes et 50 nuances de femmes. Mais voilà, je voulais savoir toi, comment t'as appréhendé tout ça, parce que on n'est pas toujours au fait de comment on vend une boîte et on n'est pas toujours au fait de comment on investit intelligemment son propre argent. Ouais. Voilà. Alors moi, le côté féminin, encore une fois, ça n'a rien changé. Parce que comme j'allais partager, je suis fille d'une mère entrepreneur, successful, qui a très bien géré sa barque jusqu'à un certain moment. Et donc du coup, je pense que je faisais pas, de distinction, encore une fois, de homme-femme. J'avais gagné de l'argent et j'allais le gérer, quoi. Et c'était pas un souci pour moi. Je pensais plus du fait de parler d'argent, pour le coup, et des fois je me dis que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins de femmes qui viennent dans le cachot, parce que c'est moins leur sujet. Ouais. Mais encore une fois, je me trompe peut-être. Mais donc, dans tous les cas, moi je suis toujours curieux de savoir
quel rapport on a par rapport à l'argent et par rapport au fait de le gérer. Se tromper, je sais pas, je pense qu'il y a effectivement il y a des généralités, puis après chacun, il y a des hommes qui gèrent pas, qui savent pas gérer, des femmes qui gèrent très bien. Voilà, et l'inverse, tu vois. Du coup, alors moi j'ai aucun souci à parler d'argent. Vraiment. Et d'ailleurs, pour avoir vécu aussi aux États-Unis, au Canada, avec une culture bilingue américano-française, je suis assez étonnée parfois, effectivement, plus maintenant, parce que ça fait longtemps que je suis à Paris, mais de la difficulté des gens à juste parler de leur salaire, par exemple, juste à dire combien ils gagnent, tu vois. Donc c'est hyper compliqué, quoi. Donc moi, comment j'ai géré? J'ai j'ai placé mon argent dans une banque privée au départ. La banque privée, pour la petite anecdote, j'ai trouvé ma banquière à la télé. Je me rappelle quand j'ai monté ma après la vente, je regardais le BFM le matin en me préparant. Et là, il y a une nana qui est passée sur BFM et je me suis dit, mais je sais pas, ça résonne en fait ce qu'elle dit. Et du coup, elle était chez Pictet à l'époque, donc j'ai appelé Pictet, j'ai demandé un rendez-vous avec elle. Très bellement. Et puis voilà, et je l'ai vue et elle m'a dit, mais vous arrivez de la part de qui? Je dis de personne. Je vous ai vu à la télé, puis je sais pas, ça a résonné. Je viens de vendre ma boîte, mes participations. Est-ce que ça vous intéresse? Donc voilà, elle m'a prise un peu sous son aile. Je pense que tu vois, elle s'est dit, elle a du potentiel, ça va c'est intéressant pour moi parce que j'étais un peu en dessous des seuils pour elle, en dessous du niveau de clientèle à elle. Et voilà. Et après, elle a changé de banque, je l'ai suivie. Donc j'ai fait une partie banque privée. Ensuite, alors moi j'ai très vite réinvesti cet argent. Donc j'ai réinvesti dans ma nouvelle boîte, pas mal d'ailleurs. Et puis après, j'ai investi dans des startups. Voilà. Et donc c'est marrant parce que en direct. Ouais, c'est marrant parce que j'ai une copine qui me demandait, mais genre t'as pas acheté d'appart et tout. Et genre moi j'étais en mode risque-au-fil à fond, quoi. J'étais en mode, j'étais pas du tout dans un état d'esprit. Je construis, je mets de côté, mais alors pas du tout. Franchement, je crois que j'ai pratiquement, presque pas tout réinvesti, hein, mais j'ai quand même réinvesti beaucoup. Et ouais, j'ai pas beaucoup diversifié mes classes d'actifs. Je prenais quand même pas mal, sauf ce qui était à la banque. Ouais. Mais ouais, Et avec le recul, tu ferais pareil. J'ai envie de dire oui. En fait, en fait, ma personnalité, en vrai, rationnellement, je dirais peut-être, il faut mieux s'acheter un toit, faut se sécuriser, tu vois, ou des trucs comme ça. Parce que ça, c'est le côté rationnel, genre, tu vois. Mais cocher la case de... Non, mais tu vois, je pense, mais après, moi, en fait, j'ai pas, enfin, ça va bien avec ma personnalité, ça va bien avec qui je suis. Bon, maintenant, je suis maman, donc je suis un peu moins, je fais plus attention à certains trucs. Mais ouais, j'étais contente d'aider d'autres entrepreneurs, de give back, et surtout, j'ai fait des plus-values de malade. En fait, j'ai fait des bons choix, j'ai misé sur des bons choix. Donc en fait, j'en parle aussi détendu parce que si j'avais perdu, en fait, si mon portefeuille n'avait pas performé, ça c'est important quand même à savoir pour ceux qui veulent réinvestir leur argent. Si mon portefeuille n'avait pas performé, évidemment, je pense que je t'aurais répondu oui à cette question. Ouais. Je t'aurais dit évidemment, je regrette, j'ai perdu 50% de ma fortune, enfin j'en sais rien, tu vois. Donc évidemment, j'aurais regretté. Là, en fait, j'ai fait des beaux multiples. Donc clairement, t'es définitivement entrepreneur. Vraiment. Ouais, ce serait pas un toit. Qui s'achète un toit? Quelqu'un à la retraite? Putain, voilà, c'est ça. Là, vous venez de me bâcher, je suis pas entrepreneur. Non, mais en vrai, Sacha, il y a plein d'entrepreneurs qui achètent des apparts, une baraque. C'est comme le rapport à l'argent, il y a aussi plein de nuances d'entrepreneurs, plein de niveaux d'entrepreneurs, mais toi, t'es très entrepreneur. Mais ouais, c'est une super. Voilà ce que j'ai fait de mon argent, ouais. Et écoute, super conclu parce après, que j'ai fait de mon argent. J'ai fini par acheter, mais sur le tard, tu vois, c'était pas le premier. Le premier achat. Et puis je pouvais faire plusieurs choses aussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas assez loin d'être le premier achat. J'ai acheté bien après, alors que j'aurais pu faire les deux au début, mais non. Voilà. Pas la priorité.
C'était un vrai bonheur de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté de venir à ce micro. J'espère que tu regrettes pas. Non, je regrette pas. Après 2 heures. Merci beaucoup à tous les deux. Ça va, on était gentils. Ça va. Tes questions n'étaient pas faciles. Non, mais merci à tous les deux. Non, bien sûr, je regrette pas. Je suis ravie si ça peut servir à d'autres entrepreneurs. Je veux bien, tu parles d'autres entrepreneurs, je veux bien juste qu'on précise la typologie des entrepreneurs que tu accompagnes aujourd'hui. Ouais. Et je sais pas si t'as même un site ou... Non, j'ai pas de site. J'avoue que pour l'instant, je suis un peu à l'arrache. Voilà. On fait, avant de... Voilà. Donc, je suis dans le faire. Donc, clairement, non, je n'ai pas de site. J'ai rien. Mais t'as un c'est téléphone, pas grave, mais je suis là, et on pourra le partager. J'ai un contact. Donc, ouais, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. La typologie des boîtes, des entrepreneurs que tu accompagnes ou les phases, je sais pas comment tu fais ton choix. Ouais, c'est plutôt mais les phases, effectivement. Donc, franchement, c'est pas uniquement tech companies, même si je sais que vous avez un auditoire plutôt tech. En vrai, j'ai aussi... Sur Cash Out, c'est plus large, j'ai aussi des patrons de PME. Et en vrai, c'est assez cool, parce que c'est des problématiques avec des boîtes rentables. Enfin, c'est d'autres problématiques, mais c'est assez cool aussi. Enfin, les deux sont super. Du coup, c'est plutôt le stade de scale. Tu vois, vraiment de développement ou de M&A. Tu vois, là, typiquement, j'ai 2 clients. Il y en a un où il y a un de ces gros clients qui veut rentrer au capital. Donc voilà, dans le but de acquire après. C'est évidemment une levée de fonds. Ça, c'est un classique. Mais on va dire que c'est le stade avec des enfin, tu vois, où c'est comme quand on dit petits enfants, petits problèmes, tu vois, grand enfant, grand problème. C'est un peu la même chose avec les boîtes. Tu vois, c'est-à-dire que plus t'as de salariés, plus tu te développes, plus il y a un moment, en fait, t'as plus de responsabilités. Ouais. En fait, si t'as un problème, enfin, genre, t'as plus, 3 personnes, mais t'as 100, 200, 300 personnes, en fait, qui, tu vois, qui, entre guillemets. C'est une autre dimension, c'est une autre dimension. Donc, j'aime ce qui, moi, me challenge beaucoup et ce que j'aime bien, et je pense là où j'apporte de la valeur, c'est les problèmes complexes, décisions stratégiques. J'ai une méthode assez où je passe du temps aussi sur le terrain. Donc, ça, c'est un peu assez particulier. Et voilà, et des entrepreneurs qui sont volontaires pour se faire bousculer et bien bousculer. Voilà, ça c'est important. Ouais, à ce niveau-là, je sais pas si tu cherches des gens pour te brosser dans le sens du poil. Enfin, c'est rare. Hein. Mais il y en a encore. Je t'assure, en fait, parfois, tu prends quelqu'un pour t'accompagner et en fait, je t'assure, il y en a qui sont pas prêts. Ils ont l'impression d'être prêts. Mais en fait, quand tu relèves un truc, tu relèves une dissonance et tu leur demandes de bosser dessus. Enfin, si tu prends quelqu'un, c'est pour grandir, donc. Ouais, mais parfois, ils sont pas toujours à l'aise de bosser sur ce qui a été pick-up, quoi. Il y a des trucs qui font trop mal. Tu vois. Ouais, ils sont pas prêts et chacun, les timings, le timing c'est important aussi. Tu vois, est-ce qu'on est prêt à parler du sujet? Tu vois, et ça, et moi par contre, il y a un truc, c'est que j'accompagne dans la durée. C'est-à-dire que je prends pas des missions spot. One shot. Ça, je prends pas. Ça m'intéresse pas. Voilà. Eh ben moi, ça m'intéressera d'avoir la suite de l'histoire. Vraiment, super découverte. Tu ne regrettes rien. Moi, je regrette rien. Moi non plus, super épisode. Je regrette juste que t'aies pas fêté ce deal, mais du coup, je t'ai quand même demandé une chanson sur laquelle on conclut toujours je l'ai fêté, épisodes. mais on va dire pas de manière classique, tu vois. Mais je l'ai fêté, bien sûr. Sur ce son, peut-être. Sur le son que je vais mettre, We Are Going. Ah non, c'était pas cette musique-là. Ouais. Alors, attends, c'était une playlist. Donc là, c'est la musique de fin. Est-ce qu'on rentre dans le détail de la playlist que j'avais mise? Non, ok. Eh ben, on finit en tout cas je trouvais que c'était un bon son pour finir. Pour clôturer, ouais. Un immense merci à toi. Merci à tous les deux. Et à vous toutes et tous qui nous suivaient jusqu'à la toute dernière seconde. Bienvenue à bord. Air France Flight 1. From New York to Paris. Champagne at the door. Oh, sip, don't speak. Air France, you